Je vais demander à Laure Mamie de... Alors, je l'avais prévenu que j'avais 22 minutes. Mais... Donc, tu dis le pointeur. Ça, c'est D'accord. C'est juste qu'il y a un pointeur aussi ici et celui-là. D'accord. Et celui-là, ça marche comment? Bien, ben on va démarrer à l'heure. Donc, nous sommes à la session 4 de ce rendez-vous. Évaluation de la multi-performance de systèmes de culture innovants. Nous allons avoir quelques présentations, puis une table ronde. Et enfin, un dialogue entre deux grands témoins de l'ensemble du dispositif de cette rencontre. Donc, je dis bienvenue à Laure Mamie, qui est ingénieure de recherche à l'INRA, et qui va nous présenter, alors elle, deux projets. Bravo. Un qui s'appelle PESForm, qui est une approche de modélisation pour l'évaluation et la comparaison des performances environnementales de systèmes de culture innovants conçus pour réduire l'usage des pesticides. C'est quand même un petit peu au cœur de notre... avec l'intégration spatiale et temporelle et le traitement des incertitudes, ce qui est tout à fait intéressant, parce que les incertitudes ont été remontées dans le débat. Et le deuxième projet s'appelle EcoPest, évaluation et comparaison des performances environnementales de systèmes de culture innovants, conçus pour réduire l'usage des pesticides, lien entre pratique, pression et impact. Donc je vous laisse... alors normalement on fait 10 minutes par projet. Oui. Et ensuite on a un dialogue avec la salle. Ce qui est important, effectivement, je vous l'ai dit, vous me l'avez dit, de réduire les aspects méthodologiques pour aborder les résultats et les questionnements par rapport à cela. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, une des solutions pour réduire l'usage des produits phytosanitaires, c'est notamment d'introduire de nouveaux systèmes de culture. Et dans ce contexte, donc, les deux projets EcoPest et PESForm avaient pour objectif, d'une part, d'évaluer et de comparer les performances environnementales et sanitaires de systèmes de culture conçus dans l'objectif de réduire l'usage des pesticides, d'étudier les effets de la variabilité des pratiques agricoles, du climat et des propriétés des sols et des pesticides sur les transferts de pesticides dans l'environnement, d'identifier donc des systèmes qui vont permettre de répondre aux objectifs du plan éco-phyto et d'établir un lien entre pratiques agricoles, pression liée à l'usage des pesticides et impact des pesticides. Donc, ces deux projets ont impliqué un assez grand nombre de partenaires au niveau national, donc l'INRA ACTA, AgroParisTech, AgroSubDijon et l'INP Purpan, et au niveau international, donc en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Donc notre démarche, bien sûr, est partie des systèmes de culture, donc du système de culture et de l'ensemble des pesticides qui sont appliqués dans un système. Donc, dans un premier temps, on a voulu étudier les impacts sur l'environnement de l'ensemble de ces pesticides, et en particulier les impacts en termes de concentration en pesticides dans l'eau. Donc pour ce faire, on a bien sûr réalisé un assez grand nombre de mesures en nous basant sur 3 sites expérimentaux où étaient expérimentés donc 14 systèmes de culture différents, ce qui permettait de couvrir une assez large gamme de pratiques agricoles. Et puis donc on a évalué pour chacun de ces systèmes la pression liée aux pesticides. Dans un second temps, on a modélisé ces concentrations en pesticides. Donc d'abord en utilisant des modèles existants, mais qui présentaient l'inconvénient de ne pas permettre de décrire des pratiques agricoles complexes, ce qui nous a amené à développer un nouveau modèle. Donc en confrontant les concentrations simulées aux concentrations observées, on a pu comme ça identifier un modèle performant qui nous a permis ensuite d'étudier les effets de la variabilité des pratiques agricoles, du climat, des sols et des propriétés des pesticides sur les concentrations en pesticides dans l'environnement, donc au travers d'une analyse de sensibilité et d'une analyse d'incertitude de ce modèle. Ensuite, dans une deuxième grande partie, on a évalué les impacts sur la santé, donc de l'ensemble des pesticides utilisés dans un système, en nous basant sur de la modélisation et en utilisant un modèle existant,
mais qui présentait l'inconvénient de ne permettre d'évaluer les pesticides qu'un par un, alors que nous, ce qu'on voulait, c'est évaluer les impacts sur la santé de l'ensemble des pesticides qui sont utilisés dans un système. Et donc, on a développé une méthode pour ce faire. Donc, au final, bien sûr, l'intérêt était d'identifier des systèmes qui répondent aux objectifs éco-phyto et d'établir un lien entre pratique, pression et impact des pesticides. Alors, pour ce qui concerne les pratiques agricoles, donc je vous l'ai dit, on s'est basé sur 3 sites expérimentaux qui sont localisés en Bourgogne et en région Midi-Pyrénées. Donc, le système de Dijon était basé sur un système conventionnel de colza, blé, orge, avec 4 systèmes innovants dérivés, donc de protection intégrée sans labour en semi-direct, protection intégrée sans désherbage mécanique, protection intégrée typique et système sans herbicide. Le site de Toulouse-Oseville est basé sur un système tournesol blé dur, avec des systèmes innovants bas intrants ou très bas intrants avec culture associée et avec culture intermédiaire ou en sol nu en interculture. Et enfin, sur le site de La Motte, basé sur une monoculture de maïs, il y avait 3 systèmes innovants étudiés. Donc un système bas intrant avec désherbage mécanique, un système sans labour et une rotation courte. Et donc la plupart de ces systèmes étaient équipés de dispositifs de mesure pour donc, mesurer les concentrations en pesticides dans l'eau, et en particulier donc, des lysimètres. Et donc, ceci nous a permis d'étudier 14 systèmes de culture, donc 3 systèmes conventionnels et 11 systèmes innovants. Donc voilà pour les pratiques agricoles. Ensuite, donc, on a caractérisé la pression liée aux pesticides dans chacun de ces systèmes en calculant les IFT, qui sont présentés donc, sur ces 3 figures. Donc, vous avez en abscisse les différents systèmes de culture en ordonnée, les IFT. Et donc, ce qu'on voit très bien immédiatement sur ces graphiques, c'est que dès l'instant où on introduit un système innovant, d'une manière générale, on a une diminution de l'IFT par rapport au système de culture conventionnel. Et ce qu'on observe, c'est que la réduction maximale de la pression liée aux pesticides dans le système colza-blé-orge s'obtient pour le système sans herbicide. Pour la rotation tournesol-blé dur, les systèmes bas intrants et très bas intrants permettent de réduire l'IFT. Donc là, ce qui est intéressant d'observer, c'est que vous voyez que la réduction de l'IFT dans les systèmes très bas intrants paraît plus faible que dans celle du système bas intrant, alors que quand on regarde vraiment les quantités épandues dans le système très bas intrant, elles sont plus faibles que dans le système bas intrant. Mais le système très bas intrant implique des cultures associées, donc quand il y a des traitements de semences, il y a 2 traitements en même temps, donc ça fait augmenter l'IFT. Donc ce qui illustre bien une des limites d'ailleurs du calcul de l'IFT. Et puis, pour la monoculture de maïs, donc le système qui permet de réduire le plus l'IFT, c'est le système rotation courte. Et donc, vous notez aussi sur ce graphique que le système sans labour fait augmenter l'IFT parce qu'il y a une multiplication des traitements herbicides dans ce système-là. Donc, voilà pour la pression. Maintenant, donc, on va s'intéresser aux impacts sur l'environnement, donc au travers de la mesure des concentrations en pesticides dans l'eau. Donc j'ai résumé l'ensemble des résultats obtenus sur une seule figure. Donc vous avez en abscisse toujours les différents systèmes. En ordonnée, donc le nombre de pesticides différents appliqués. Donc ce n'est pas le nombre d'applications, c'est vraiment le nombre de molécules différentes. Donc vous avez en gris donc ceux qui n'ont pas pu être recherchés à cause de problèmes analytiques. En bleu, ceux qui ont été recherchés mais non détectés. En orange, ceux qui ont été détectés à une concentration inférieure à 0,1 microgramme par litre, donc la limite réglementaire. Et en rouge, ceux qui sont supérieurs à 0,1 microgramme par litre. Et donc, comme précédemment, on observe que la réduction maximale du nombre de pesticides retrouvés dans l'eau s'obtient pour le système sans herbicide, dans le cas de la rotation colza-blé-orge, pour le système très bas intrant, dans le cas de la rotation tournesol-blé dur, et le système rotation courte, dans le cas de la monoculture de maïs. Et donc là, on voit bien qu'il y a un lien direct entre la pression liée aux pesticides, donc les IFT, et la quantité de pesticides qu'on va retrouver dans les eaux. Donc une fois qu'on a obtenu ces mesures, donc on a voulu modéliser ces concentrations. Et dans un premier temps, on s'est basé sur des modèles déjà existants, et en particulier donc Macro, Pearl et PRZM, donc qui font partie des modèles qui sont utilisés au niveau européen dans le cadre de l'évaluation des risques pour l'homologation des pesticides, et qui par ailleurs sont complémentaires par rapport au processus qu'ils vont décrire. Alors l'inconvénient de ces modèles, c'est que la représentation de la croissance des cultures et des pratiques agricoles est très limitée. Donc on a voulu étudier la capacité de ces modèles à simuler quand même le devenir des pesticides dans les systèmes de culture que nous avons étudiés.
Donc on a procédé en plusieurs phases. Donc dans une première phase, on a paramétré les 3 modèles de manière strictement identique, en nous basant au maximum le plus possible sur les mesures qu'on pouvait avoir. Et on a procédé à une phase de calage, donc ce qui permet de comparer vraiment rigoureusement la performance de ces 3 modèles. Et donc pour ça, on s'est basé sur un système de culture et 2 pesticides. Ensuite, on a, dans une deuxième phase, paramétré les modèles de manière entre guillemets simplifiée, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur les guides d'utilisateurs, sur des données disponibles dans les bases de données et sur la bibliographie, ce qui permet d'étudier la performance des modèles dans les conditions normales d'utilisation, puisqu'en général, en particulier quand on veut faire une évaluation des risques a priori, généralement on ne dispose pas de mesures. Et là, on a dû distinguer 2 cas. Un premier cas, des systèmes qui ne comportent pas de mulch, et un deuxième, donc là ça concernait 12 systèmes de culture, 39 pesticides et 1 métabolite. Et dans un deuxième temps, les systèmes qui comportaient un mulch, puisque donc, comme je vous ai indiqué juste au-dessus, ce type de pratique agricole n'est pas représenté dans ces modèles. Donc on a développé une méthode spécifique en nous basant sur un système et un pesticide. Donc je n'ai pas le temps de vous présenter les résultats obtenus de manière distincte pour chacune de ces études, mais dans l'ensemble, la performance des 3 modèles est faible, qui ne sont pas vraiment capables de représenter les concentrations en pesticides dans l'eau observées. Et parmi ces 3 modèles, c'est quand même le modèle macro qui apparaissait comme le plus performant. Donc en fait, ce résultat est essentiellement dû au fait que ces modèles ne représentent pas des pratiques agricoles complexes. Donc c'est pourquoi on a développé un nouveau modèle en couplant un modèle de culture, donc le modèle STIX, et le modèle macro, donc qui décrit le comportement des pesticides dans l'environnement. Voilà. Alors, le modèle STIX présente l'avantage de tenir compte des interactions entre les plantes, les pratiques agricoles, le sol et le climat. Il est connu pour être performant. Et le modèle macro est également performant. Donc, cette utilisation séquentielle est faite de la façon suivante. Donc, STIX permet de prendre en compte tout ce qui concerne le système de culture, donc les pratiques agricoles, le sol et le climat. Il calcule en fonction du temps, et en particulier un pas de temps journalier, le LAI, la profondeur racinaire, la hauteur de la culture et le TP, qui sont entrés dans macro, qui lui tient compte des caractéristiques des pesticides, et donc ce qui permet de simuler le devenir des pesticides appliqués dans les systèmes de culture. Donc bien sûr, une fois qu'on a eu développé cet outil, il a fallu tester sa performance. Et donc on l'a fait en confrontant donc, les données simulées à des données observées. Donc là, je vous présente un exemple. C'est la modélisation du transfert d'eau et des concentrations en imazamox, donc qui est un herbicide du soja, dans un système qui était expérimenté à Dijon. Donc vous avez à gauche les quantités d'eau qui sont percolées et vous avez à droite les concentrations en imazamox. Donc dans l'ensemble, ce qu'on peut en déduire, même si ce n'est pas parfait, c'est que le modèle que nous avons développé, il permet de reproduire de manière acceptable la dynamique des quantités d'eau percolées et les concentrations en pesticides. Et en fait, ça, c'est essentiellement parce qu'il représente de manière plus réaliste la croissance de la culture, ce qui va donc avoir un effet positif, enfin, dans le sens où ça va être plus performant, sur le bilan hydrique et sur le bilan pesticide. Donc, une fois ce modèle plus performant que les autres identifiés, il nous a permis d'étudier les effets des pratiques agricoles sur les concentrations en pesticides dans l'eau. Donc, on a réalisé une analyse de sensibilité de macro basée sur la méthode de Morris. On a construit un certain nombre de scénarios de modélisation en étudiant 2 cultures, 2 sols, 2 climats et un pesticide. Et au total, donc, on a fait 13 600 simulations. Donc, dans un premier temps, cette analyse elle permet de hiérarchiser quels sont les paramètres liés aux pratiques agricoles dans le modèle qui vont avoir le plus d'influence sur les concentrations en pesticides. Donc là, c'est un exemple de résultat. Donc, parmi les 8 scénarios testés, c'est un exemple pour un seul des scénarios. Sachant que pour tout ce qu'on a fait comme test, c'est toujours les mêmes paramètres qui s'avèrent être les plus influents sur les concentrations en pesticides. Et en fait, ces paramètres, ils sont liés à la gestion des résidus organiques et au travail du sol. Donc une fois qu'on sait que ce sont ces pratiques agricoles les plus influentes, il faut savoir dans quelle direction elles vont faire varier les concentrations. Est-ce que ça va les faire augmenter ou est-ce que ça va les faire diminuer? Donc pour ça, on a réalisé une analyse statistique de Kruskal-Wallis. Donc là, je vous présente de manière très synthétique juste 2 résultats. Donc vous avez sur ce graphique à gauche les quantités de résidus organiques qui varient entre 0 et 30 tonnes par hectare, et à droite la profondeur d'incorporation de ces résidus, ce qui correspond aussi dans le modèle au travail du sol, donc qui varie entre 0 et 30 cm. Et donc les résultats de modélisation nous ont montré que les concentrations en pesticides vont avoir tendance à augmenter
quand la quantité de résidus organiques apportés sur le sol augmente. Parce qu'en fait, la présence d'un mulch à la surface du sol, ça va limiter l'évapotranspiration. Donc la teneur en eau du sol augmente. Et comme il y a plus d'eau dans le sol, il y a un risque plus important de transfert des pesticides par lixiviation. Et puis, les résultats ont aussi montré que quand il n'y avait pas de travail du sol, il y avait aussi une augmentation des concentrations, mais ce qui a été observé de très nombreuses fois en plein champ, parce que, comme vous le savez, dans les systèmes sans labour, il y a la formation de voies de transfert préférentielles qui favorisent donc le transfert vertical des pesticides. Ensuite, avec ce modèle, on a étudié les effets de différentes sources d'incertitude sur la modélisation des concentrations. Donc on a fait une analyse d'incertitude avec la méthode d'échantillonnage d'hypercube latin. On a fait varier des incertitudes au niveau climatique, des pratiques agricoles, des sols et des pesticides. Donc de la même façon que tout à l'heure, on a construit des scénarios de modélisation basés sur le site d'Oswil et on a fait donc 112 000 simulations. Donc là, je vais vous présenter aussi un exemple de résultat. Donc c'est les effets combinés de toutes ces incertitudes sur les concentrations en pesticides dans l'eau. Donc dans ce tableau, je vous ai indiqué les gammes de variation de ces concentrations, donc les mines et les max, mais aussi les valeurs moyennes et médianes, et puis donc la probabilité que ça dépasse 0,1 microgramme par litre. Et donc vous voyez bien que dans ce tableau, qu'il y a une très grande variabilité des concentrations due aux différentes sources d'incertitude liées aux paramètres d'entrée des modèles. Donc ensuite, ce qu'on a voulu savoir, c'est quelle était la contribution de chacune de ces sources d'incertitude, donc soit le climat, soit le sol, à ces concentrations. Donc on a fait aussi une analyse de variance. Et donc dans ce schéma, vous avez aussi un résumé de la contribution donc, des sources d'incertitude sur les concentrations en deux pesticides, donc la bentazone et le S-métolachlore. Et donc vous voyez sur ces graphes que finalement, dans les conditions de notre étude, les principaux facteurs responsables de la variabilité des concentrations, c'est le climat, ensuite les caractéristiques d'absorption des pesticides, certaines propriétés hydrodynamiques du sol et la demi-vie. Bon, bien sûr, ça montre bien qu'il est très important quand on fait une évaluation de risque, en particulier une évaluation des concentrations en pesticides dans l'eau avec un modèle, qu'il faut vraiment tenir compte de toutes ces sources d'incertitude. Bon, bien sûr, ces résultats sont valables dans les conditions de notre étude. Il faudrait élargir cette analyse à d'autres types de sols et d'autres types de pesticides. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, le deuxième grand volet, c'était d'évaluer les risques pour la santé qui sont liés à l'ensemble des pesticides qui sont utilisés dans un système de culture. Donc on a utilisé un modèle européen qui a été développé récemment, qui présente l'avantage par rapport à d'autres modèles d'évaluer les risques pour trois cibles, donc l'opérateur, le résident adulte et enfant à court et long terme, et qui tient compte de trois voies d'exposition aux pesticides, donc l'inhalation, l'ingestion et l'absorption dermale. Alors l'inconvénient de ce modèle Bruce, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut évaluer les pesticides qu'un par un. Donc c'est pourquoi on a proposé de représenter en box plot l'ensemble des résultats pour visualiser donc la distribution du risque. Et donc en même temps, ça permettra d'identifier les pesticides qui vont présenter un risque élevé. Donc voici un exemple de résultat. Donc c'est pour le résident adulte à court terme, sachant que pour l'opérateur et pour le résident enfant ou à court ou long terme, on obtient les mêmes tendances, même si l'indice de risque est plus ou moins élevé. Donc vous avez en abscisse les différents systèmes de culture, et en ordonnée, vous avez l'indice de risque, qui est calculé en fait en rapportant la quantité auquel, par exemple, le résident est exposé, donc par rapport au niveau d'exposition acceptable donc, pour la santé. Donc, lorsque cet indice est inférieur à 100, le risque a priori est acceptable pour la santé humaine. Inversement, si cet indice de risque est supérieur à 100, il y a un risque a priori inacceptable pour la santé humaine, donc bien sûr identifié par modélisation. Et donc ce que les résultats de ce travail ont montré, c'est qu'il y a une diminution des risques pour la santé par rapport au système conventionnel pour les systèmes protection intégrée typiques et sans herbicides dans le cas de la rotation colza-blé-orge, du système très bas intrant dans le cas de la rotation tournesol-blé dur, et des systèmes bas intrants et rotation courte dans le cas de la monoculture de maïs. Et inversement, on observe que le risque a tendance à augmenter par rapport au système conventionnel dans le cas des systèmes sans labour. Et là encore, on retrouve une cohérence avec la pression liée aux pesticides. Donc au final, l'ensemble des résultats qu'on a obtenus nous ont permis d'identifier des systèmes qui répondent aux objectifs du plan éco-phyto de réduction de l'exposition de la population et du milieu aux pesticides. Donc pour ce qui concerne les systèmes basés sur une rotation colza-blé-orge, donc on a vu que ce sont plutôt les systèmes sans herbicides ou protection intégrée typique qui présentent les meilleures performances environnementales ou sanitaires, alors qu'inversement, les systèmes sans labour ont tendance à avoir
des impacts sur l'environnement et la santé plus élevés que les systèmes conventionnels. Pour les systèmes tournesol blé dur, l'ensemble des systèmes innovants testés présentent des performances intéressantes, sachant que le système conventionnel lui-même n'avait pas d'impact non plus très élevé, de toute façon, ni sur l'environnement ni sur la santé. Et enfin, pour les systèmes basés sur la monoculture de maïs, les systèmes qui présentent les meilleures performances sont les rotations courtes et bas intrants, et inversement, les systèmes sans labour qui présentent toujours des performances un peu plus faibles. Donc bien sûr, comme toujours, ces résultats sont valables dans les conditions de notre étude. Donc, en conclusion, une courte synthèse des principaux résultats pour suivre ce qu'on vient de dire. Donc, les systèmes bas intrants et sans herbicides sont ceux qui permettent vraiment de répondre le mieux aux objectifs du plan éco-phyto, et qu'inversement, les systèmes sans labour pourraient conduire à un risque plus élevé pour l'homme et pour l'environnement. Donc, le travail de modélisation a montré également que le travail du sol et l'absence de mulch permettent de réduire les concentrations en pesticides dans l'eau, et que les facteurs qui contribuent le plus à la variabilité des concentrations sont le climat, les propriétés des sols et des pesticides, et les propriétés de rétention des pesticides. Et donc ces deux projets ont notamment permis de proposer une démarche basée sur la modélisation, qui permet d'évaluer a priori les impacts des systèmes de culture sur l'environnement et la santé, donc du point de vue de l'utilisation des pesticides. Nous ont permis d'identifier des systèmes qui répondent aux objectifs du plan éco-phyto et donc d'établir, de prouver finalement le lien direct entre les pratiques agricoles, l'usage des pesticides et les impacts sur l'environnement et la santé. Donc en termes de perspectives de recherche, on va continuer à tester la capacité du modèle qu'on a développé, donc STIX Macro, à décrire correctement les concentrations en pesticides dans l'eau dans d'autres contextes agropédoclimatiques. On souhaite aussi étudier des systèmes qui incluent des cultures pérennes, puisque là, c'était basé que sur des grandes cultures. Une autre possibilité serait d'appliquer notre démarche aux systèmes qui sont étudiés dans le cadre du réseau DEFI-Ferme, du plan éco-phyto. Nous souhaiterions aussi prendre en compte une plus large variabilité des sols et des climats pour éventuellement étendre notre démarche aux Outre-mer, par exemple. Et puis, bien sûr, il faudrait estimer les impacts sur d'autres compartiments de l'environnement, donc en particulier les eaux de surface, l'air, le sol ou la biodiversité. Donc à ce jour, ces deux projets ont permis de publier 5 articles. Il y en a 3 en révision, 4 en préparation, 6 rapports, une thèse, 15 communications, 4 résumés fournis et soumis et 3 formations. Donc ils ont permis aussi de cofinancer une thèse de doctorat et un post-doctorat. Et donc en termes de perspectives de transfert, donc, outre ces articles et communications, donc la démarche que nous avons développée présente l'avantage d'apporter des critères quantitatifs donc qui permettent au moment de la mise en place de ces systèmes de connaître les risques environnementaux et sanitaires et donc qui permet d'identifier des systèmes qui présentent le moins d'impact. Et donc nous envisageons de faire des sessions de formation pour diffuser ces outils et les résultats obtenus pour aider aussi les professionnels dans le choix des systèmes de culture. Et bien sûr, donc, ces résultats sont déjà plus ou moins inclus dans les différents enseignements que nous dispensons. Et enfin, donc pour terminer, nous avons eu la chance d'avoir quelques prix et distinctions dans le cadre de ce projet. Donc nous avons été fait marquant scientifique des départements santé des plantes et environnement agronomie de l'INRA, ainsi que du centre de Versailles-Grignon, et on a aussi eu un prix pour un poster dans un congrès. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai envie de vous asseoir ici. Moi, je retiens quelque chose quand même. Parce un des moteurs, c'est l'impact sur la santé humaine. Est-ce que ça vous paraît intéressant? Ça amène des contradictions. D'ailleurs, moi, j'ai un regard plus lointain. Mais enfin, le non-labour, c'est génial. Et je vois qu'il y a une inversion. C'est très intéressant. Et donc voilà, déjà cette question, parce que c'est un moteur particulier dans ce projet, au centre du projet. Est-ce que justement c'est un bon moteur qui veut intervenir, mais y compris sur d'autres angles? Ici, oui. Merci pour ta présentation. Christian Boxtaler, INRA de Colmar. Donc merci pour ta présentation. On sent beaucoup de travaux là derrière. Une petite question juste technique. Tu as présenté des résultats sur une substance active, quid des autres? Vous avez fait beaucoup de tests. Et une remarque, un commentaire plus général sur le non-labour.
Là, on parle des transferts verticaux, hein, donc par l'exciviation, et là, il semblerait qu'il y ait un risque un peu supérieur, en tout cas pour la santé. Dans le graphe sur les concentrations, à la mode, j'ai vu quand même que le système conventionnel était un peu plus haut en termes sur certains critères. Mais globalement, il est plus à risque. Par contre, pour les autres surfaces, le non-labour limite fortement le ruissellement. Et il ne faut pas l'oublier. Et l'érosion. C'est vraiment la méthode de base. Donc, il y a là des choix à faire en fonction du milieu. Et puis, quelles sont les substances actives vraiment incriminées dans le non-labour pour expliquer cette augmentation de risque? Donc oui, effectivement, tu as tout à fait raison. On s'est vraiment focalisé sur les transferts verticaux. Et ce qu'on disait d'ailleurs en conclusion, c'est qu'on souhaiterait aussi ensuite s'intéresser aux autres surfaces. Et dans ce cas-là, c'est certain que les systèmes sans labour sont plus intéressants que les autres systèmes. Concernant les pesticides que nous avons étudiés, donc c'est le graphique que j'ai montré très vite quand on a testé un peu tous les modèles. Donc là, on a testé en fait l'ensemble des pesticides qu'on a détectés. Donc il y en a un peu plus d'une quarantaine, donc sur l'ensemble des systèmes étudiés. Donc généralement, ceux qui sont détectés, c'est plus souvent des pesticides qui sont assez mobiles et assez persistants, même si bien sûr le glyphosate par exemple a été détecté, mais ce n'est pas le seul herbicide ou pesticide peu mobile qu'on a retrouvé, puisque par exemple le boscalide aussi a été retrouvé. Donc voilà, on a testé en tout, ça représente un assez grand nombre de cas, 130, quelque chose comme ça. Et puis, donc ton autre question, c'était pourquoi les systèmes sans labour ont des impacts plus importants, donc sur l'environnement ou sur la santé ou sur les deux? Sur la santé. Alors, en particulier dans le cas de la monoculture de la motte, oui, ça. Donc, le système sans labour, c'est surtout à cause de la tambotrione. Donc, on a été très étonnés. Donc, effectivement, si, par exemple, on n'utilisait pas la tambotrione dans ce système, ça ferait baisser... je rappelle que c'est de la modélisation quand même, mais ça ferait baisser les impacts sur la santé humaine. Parce que la tambotrione est une molécule assez toxique avec une AOL très faible de l'ordre de 10-4 mg par kilo de poids corporel et par jour. Tout le monde a compris, tambotrione. Voilà, vous pourriez juste développer un tout petit peu sur... On ne connaît rien à ça. D'accord, donc la tambotrione, un herbicide du maïs, donc, qui a été appliqué dans le système de culture sans labour. Et en fait, cet herbicide a une toxicité assez importante. Et donc, forcément, quand on rentre cette toxicité dans les modèles qui évaluent les risques sur la santé humaine, ça fait augmenter le risque. Voilà. Voilà. C'est une nouvelle molécule. Oui. Hein, je rappelle que c'est de la modélisation. Allez-y. Oui, Olivier Junot, Direction Générale des Outre-mer. Donc j'avais une remarque qui allait dans le même sens. En fait, finalement, si pour les risques santé humaine, le mulching et le non-labour pose problème, à un moment donné, il faut qu'on arrive aussi à une cohérence globale dans les principes de l'agroécologie, où d'un côté, on dit qu'il faut faire du mulching pour conserver de l'eau, restructurer le sol, enfin apporter de la matière organique, et ainsi de suite. Et d'un autre côté, y a un peu une contradiction par rapport aux risques applicateurs. Donc il faudra peut-être trouver un juste milieu. Remarque sur votre ouverture pour l'outre-mer, on est tout à fait partant et très intéressé. Après, ça risque de poser problème dans la mesure où on est principalement sur des cultures pérennes ou semi-pérennes. Et on favorise largement le mulching. Et pour finir, en général, sur la canne à sucre, les herbicides qui sont utilisés sont des extensions d'AMM venant du maïs. Donc, pour vous brosser un peu le tableau. Oui, j'ajoute que ces contradictions sont très importantes parce que le message diffusé, alors là, de manière plus large, c'est que le non-labour, c'est génial, que le labour, on est déjà des mécréants, enfin, si on regarde à distance. Hein. Donc voilà, des contradictions très importantes, y compris dans l'espace social. Je voulais juste, Lionel, puisque tu es là, si tu voulais compléter par rapport au système sans labour de la motte. Donc Lionel Aleto, qui était responsable du site expérimental de la motte, entre autres. Oui, alors compléter quand même sur un point important que tu as dit, donc on restait bien dans un système de technique de conservation des sols, mais pas d'agriculture de conservation au sens où le levier de rotation n'était pas activé. Donc on restait dans une monoculture de maïs. Donc ce qui amplifie probablement un certain nombre de problèmes et ce qui nous a amené à nous poser d'autres questions sur vraiment le déploiement de l'agriculture de conservation. Pour autant, ce que l'on observe, on le conforte assez largement quand on regarde et la littérature et d'autres cas d'études sur l'amplification des fuites dans les systèmes sans labour. Je pense que là, voilà, il y a des éléments chez Arvalis ou même à l'international qui vont dans le même sens. Donc ça nous amène bien à réfléchir quand on construit un système de culture,
on le conçoit au regard d'objectifs prioritaires qu'on souhaite atteindre. Et quand on développe l'agriculture de conservation, l'objectif premier n'est peut-être pas forcément de réduire l'usage des phytos, et de limiter les transferts. C'est d'abord l'érosion des sols, la stabilité des sols, la structuration des sols. Et donc, il ne faut pas vouloir faire dire à un système imaginer qu'il n'a que des avantages. Typiquement, quand on veut lutter contre l'érosion dans les systèmes de coteaux, activer cette agriculture de conservation a probablement des effets très bénéfiques. Mais dans les systèmes de vallées alluviales, tels que c'était le cas sur notre dispositif, et dans d'autres dispositifs, c'est peut-être pas le levier premier pour gérer la flore adventice, par exemple. Un travail du sol est très efficace. La flore a été beaucoup plus compliquée à gérer sur les systèmes en non-travail du sol. Et au niveau des transferts, on a vu ce qu'a présenté Laure, et qu'on conforte sur d'autres années de suivi. Donc voilà. Après, je peux répondre à d'autres questions s'il y en a plus techniques. Merci. Alors, les questions techniques, c'est au café. En aparté, exactement. Ça me va. Sauf si elles sont extrêmement signifiantes, bien entendu. Il nous reste 5 minutes. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'une avalanche de points de vue, assez court, mais signifiant. Allez-y. Oui, toujours sur le non-labour. Ça m'embête un petit peu, effectivement, qu'on conclue comme ça sur un système décrit de manière aussi schématique, alors qu'il y a à peu près autant de sites d'approche non-labour qu'il y a d'agriculteurs qui font du non-labour. Donc déjà, on est sur une schématisation vraiment pire qu'une simplification, quoi. Et d'autre part, effectivement, la conclusion que vous venez d'apporter, elle n'est pas liée au sans-labour, elle est d'abord liée à une stratégie d'utilisation de produits phytosanitaires. C'est à peu près le procès qu'on a fait à l'atrazine et au maïs, en les confondant tous les deux. Voilà, maintenant, c'est le sans-labour et la tambotrione. Donc attention à ce style de conclusion qui vont quand même un petit peu vite sur la condamnation ou la hiérarchisation des risques des systèmes. Moi, ça m'embête un petit peu qu'on balance ce genre de conclusion comme ça, alors qu'il y a effectivement beaucoup de précautions autour sur le type de système, sur le type de pratique sans labour qui a été mise en place. Effectivement, est-ce que derrière, il y avait de la rotation des cultures ou pas voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de choses pour moduler ces conclusions avant d'arriver à, je dirais, construire un outil qui, effectivement, va hiérarchiser des risques entre des pratiques qui sont à peine décrites. Donc, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc là, c'est vrai que je n'avais pas du tout le temps de présenter en détail les systèmes. Donc dans d'autres cas, dans d'autres publications, dans d'autres rapports, c'est plus détaillé. On a aussi bien insisté sur le fait que nos résultats ils sont vraiment valables dans les conditions de notre étude, aussi sur le fait que c'est de la modélisation, donc même si les hypothèses appliquées sur chaque système sont les mêmes, donc on peut vraiment les comparer les uns aux autres de manière relative, mais effectivement on a bien insisté aussi dans tous les rapports qu'on a pu écrire sur le fait qu'on ne pouvait pas non plus généraliser, que c'était une première approche avec toutes les limites que vous évoquez, mais le message n'est pas du tout de critiquer. Allons-y. Oui, une petite remarque par rapport à votre présentation, qui est toutefois très intéressante, même si elle peut soulever quelques questions. La première remarque, c'est de dire, est-ce qu'on peut comparer avec des méthodes comme ça les itinéraires techniques des professionnels quand ils passent, parce que vous avez parlé de la tombotrione, pourquoi ils sont venus sur la tombotrione? Ils n'essayent pas des molécules comme ça. En fait, il y a le problème du S-métolachlore. Et le S-métolachlore est un herbicide de prélevé. Voilà. Donc, comme la gamme d'herbicides de prélevé n'existe plus, ou pratiquement plus, on passe à d'autres molécules qu'on passe en poste. Du coup, qu'est-ce qui vaut mieux pour l'agriculteur? Parce que vous n'avez pas parlé des résidus de pesticides, des métabolites du S-métolachlore, ESA et OXA, qui sont quand même beaucoup plus pertinents en termes de toxicité que le S-métolachlore lui-même. Donc lui, il va, pour des raisons logiques, changer son S-métolachlore en prélevé pour passer à un autre système. Et est-ce qu'on peut anticiper, entre guillemets, les possibilités d'itinéraire qu'il aurait avec des molécules diverses et variées, pour pouvoir d'ores et déjà dire attention avec tel système et dans tel cas, puisque bon là on est sur effectivement un cas particulier avec lixiviation, etc. Et du coup lui donner une perspective un petit peu en amont pour pas se retrouver comme moi j'ai été confronté quand j'étais expert auprès de la DGL sur les problématiques eau, à enlever comme l'a dit mon collègue, l'atrazine, et le lendemain avoir déjà des résidus de pesticides de la molécule qui l'a substitué, quoi, hein. Merci. On va prendre encore deux. Je voulais juste préciser que le S-métolachlore a été appliqué dans tous les systèmes de la monoculture de maïs et qu'effectivement on le retrouve dans l'eau aussi. C'est pas voilà. Là. Et le métabolite aussi, oui, qui est très, oui, tout à fait. Je voudrais juste trois positions là, 3 postures, mais très rapide parce qu'on va passer à l'autre projet. Il nous reste 30 secondes, donc.
Moi, en fait, je suis de la DRAF Hauts-de-France et j'ai trouvé votre présentation très intéressante parce qu'en Hauts-de-France, on a beaucoup de systèmes sans labour et le maïs n'est pas très développé. Et alors bon, j'ai pas tout entendu votre présentation, mais notamment, on retrouve pas mal de bentazone dans l'eau et de métolachlore. Et sinon, j'avais une autre remarque par rapport au mulching. Il me semble que dans la directive nitrate, pour les systèmes où il y a du maïs, on demande du mulching. Et j'ai l'impression qu'au niveau des réglementations, il faudra faire attention, effectivement, dans les conseils qu'on peut donner à l'agriculture. Voilà. Merci. Autre intervention, oui. Juste une petite remarque, donc Yannick Billon, service agronomique de la CAVAC. Je rejoins un petit peu le monsieur, mais je vais insister sur le problème de communication, parce que là, on vient d'en avoir une belle démonstration. Aucun doute sur les compétences, l'intérêt de ce que vous avez fait, et merci de tout ce travail qui nous amène des informations intéressantes. Mais la première chose qu'on avait retirée à la fin de votre exposé, c'est qu'il y avait un gros problème avec le sans-labour que tout le monde met en avant. Après, dans la discussion, on comprend que, oui, c'est la tombotrione. Donc, voilà, c'est plus le sans-labour, mais là, c'est la tombotrione qui a posé problème. Et à un moment donné, il va y avoir des gens qui vont mal recevoir votre message. Et les transformations, après, dans la société, elles sont catastrophiques en permanence. Je suis habitué à assister à des conférences, à avoir des informations claires, nettes et précises, et le lendemain, de voir dans la presse des choses incroyables. Incroyable. Donc il faut vraiment faire attention à sa communication. Si vous êtes expert, c'est très bien. Mais là, il n'y a pas forcément que des experts. Je ne suis pas un expert, mais au démarrage, j'ai cru découvrir un énorme problème sur le sans-labour. Et il a fallu qu'on passe dans les explications suivantes pour... Ouf, attention, un bémol. Un autre bémol aussi sur votre communication, c'est très bien, effectivement, on dépasse la norme de 0,1 microgramme. On sait tous ce que c'est. Je ne suis pas sûr, justement, on ne sait pas tous ce que c'est. C'est une norme réglementaire. Certes, elle a un intérêt, et je ne la critique pas. Mais elle n'a rien à voir avec la norme santé de la tombotrione. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il faut un minimum... Voilà, soit on s'adresse à des experts, et là, on peut se comprendre, soit il faut faire attention. Il y a deux méthodes dans les controverses. Au contraire, il faut le dire, parce que c'est un débat va éclairer, et encore plus approfondir la connaissance des gens. Il y a deux méthodes sur la communication, je vous le dis au passage, parce que se taire, c'est cacher aussi tout un paradigme qui est intéressant d'ailleurs, et tout d'un coup on découvre quelque chose, là c'est pire. Il faut aussi distinguer donc la norme de 0,1 dernière intervention, je vais demander à Nathalie Colbach de venir nous rejoindre. Dernière intervention. Allez-y, alors très rapide. Thierry Bordin, Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire, réseau surveillance biologique du territoire. Je vous remercie pour cette présentation. Elle casse un peu un mythe, le mythe du sans-labour. Elle ne le casse pas totalement. Je pense que là-dessus, il ne faut pas opposer labour et sans-labour. Ce qu'on voit, et je pense que parfois, les agents, à la fois DRAF ou État, sont un peu trop, je dirais, stigmatisent un peu trop le labour. On le voit dans les plateformes Expedéfi, avec des systèmes où, en effet, il y a eu des cultures intermédiaires, en effet, il y a eu diversification, mais les systèmes TCS apparaissent maintenant mal au bout de 4 ans sur des plateformes Expedéfi ou par rapport à des systèmes où on a réintroduit le labour et qui permettent réellement de baisser l'IFT. D'autre part, on a un gros problème avec le TCS qui a été stigmatisé et qui a été vendu par tout le monde, y compris par les chambres d'agriculture depuis une quinzaine d'années. C'est des résistances aux graminées qui nous infestent, c'est des remontées symptomatique d'ergot du sel, donc aussi il faut prendre en compte ce facteur-là. Et alors en effet, il faut prendre en compte l'agriculture de conservation, mais il faut prendre donc aussi en compte les autres dangers. Et donc là, ce qui est en train de se passer sur le terrain, c'est plutôt une reprise du labour, mais 1 an sur 3, avec des techniques TCS alternées. Il ne faut pas opposer les deux systématiquement, comme je le vois dans l'ASSA. Et là, je suis très content de cette présentation parce qu'elle apporte vraiment un plus. Merci. On l'a bien compris, évidemment, la question que vous soulevez et qui est soulevée un peu partout. Je vous laisse la parole, Nathalie Colbach. Alors, vous, c'est le projet FLOR 6, analyse et modélisation des effets des pratiques agricoles sur les services et 10 services écosystémiques dépendants des adventices. Tout le monde ne comprend pas ce genre de phrase, je vous le dis au passage. Application à l'évaluation et la conception de systèmes de culture économes en herbicides, ça on comprend. Vous êtes directrice de recherche à l'UMR Agroécologie de l'INRA de Dijon. Plusieurs sont venus d'ailleurs.
Je vous laisse 10 minutes. Nous en sommes là, à 10 minutes de présentation, pour qu'il y ait un échange avec la salle. Alors, c'est-à-dire, pour faire 10 minutes, pas trop de méthodologie, plutôt résultat, questionnement. Je vous laisse faire. Non, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Tout d'abord, c'était un projet commun entre l'unité INRA AgroSup de Dijon et l'unité LAE INRA Université de Lorraine de Nancy-Colmar. Alors, je vais essayer de mieux expliquer le titre du projet. Donc, nous travaillons sur les adventices et nous avons différentes raisons pour travailler sur les adventices. Tout d'abord, nous voulons réduire la nuisibilité des adventices pour la production agricole, puisque les adventices entrent en compétition pour les ressources avec la culture et sont considérés comme étant le bioagresseur le plus nuisible pour la production. Et de plus, elles peuvent servir de relais à d'autres bioagresseurs comme des champignons ou des parasites. La deuxième raison, c'est qu'elles sont gérées avec des herbicides, avec tous les problèmes environnementaux et sanitaires que cela implique, ce qui veut dire qu'il faut qu'on trouve des nouvelles stratégies pour gérer les adventices qui utilisent peu ou pas d'herbicides. Et la troisième raison, c'est que les adventices sont importantes pour la biodiversité. Elles sont la composante la plus importante pour la biodiversité végétale dans nos paysages et elles contribuent aussi à nourrir d'autres organismes, comme par exemple les pollinisateurs. Donc en fait, nous avons un défi, c'est de concilier ces trois objectifs qui sont a priori antagonistes. Et notre question, ça va être, mais dans quel système de culture va-t-on réussir à le faire? Alors pourquoi est-ce que c'est compliqué? C'est parce qu'on a des effets à long terme. Les semences adventices survivent pendant des années. Donc une décision que l'agriculteur va prendre une année donnée va avoir des répercussions pendant plusieurs années. On a aussi beaucoup de facteurs à optimiser. Il y a beaucoup de leviers de gestion et il y a de nombreuses options possibles pour chaque levier. Et puis on a beaucoup d'interactions entre techniques, mais aussi entre adventices et les autres bioagresseurs. Donc dans notre projet, nous avons traité 3 types de questions. Tout d'abord, nous avons mis en place des expérimentations pour améliorer nos connaissances. Nous avons ensuite travaillé sur un modèle qui prédit la dynamique de la flore adventice et son impact sur la production agricole et la biodiversité en fonction des systèmes de culture. Et enfin, nous avons développé et appliqué des méthodes pour utiliser ce modèle pour l'évaluation et la conception de systèmes de culture multiperformants. Et je m'excuse pour les fautes de frappe qui restent. Alors, tout d'abord, un exemple d'expérimentation, il manque des bouts de titre, sur les interactions entre adventices et d'autres bioagresseurs, avec l'exemple de l'orobanche rameuse, qui est un parasite, donc en fait une plante parasite sans chlorophylle, qui ne peut pousser que si elle est fixée sur des plantes hôtes, donc culture ou adventices. Et son inoculum infectieux, ce sont en fait des semences qui ne peuvent germer que s'il y a des exudats racinaires des plantes hôtes qui les stimulent. Nous avons donc par exemple suivi la mortalité de cet inoculum infectieux au cours du temps. Alors il est très faible, donc on ne peut pas utiliser, par exemple, labourer sa parcelle pour en faire cet inoculum et attendre que ça passe, parce que ça ne passera pas. Nous avons aussi suivi la sensibilité saisonnière de cet inoculum. Donc, par exemple, cette sensibilité est très faible entre décembre et janvier. Et donc, décaler le semis des cultures d'automne réduit le risque pour ces cultures parce qu'elles poussent en bonne partie pendant la saison où l'inoculum n'est pas sensible. Nous avons aussi regardé des mélanges de colza et légumineuses. Et le taux d'infection du colza en association avec des légumineuses semble être plus élevé que si le colza est en pur. Ce qui veut dire que l'association peut être une culture piège intéressante en interculture pour réduire l'inoculum, mais qu'il faut faire attention lorsqu'on choisit les espèces pour les associations, parce qu'on peut augmenter le risque d'infection pour les cultures. Et enfin, nous avons regardé la croissance du parasite sur différentes adventices et différentes cultures. Et par exemple, parmi les adventices, le géranium permet peu de croissance du parasite. Ça peut donc être aussi une espèce piège intéressante pour réduire l'inoculum. Au contraire, la capselle et le colza permettent une bonne croissance du parasite, donc il faut absolument détruire ces plantes avant que le parasite ne graine et ne reproduise de l'inoculum. Donc, la deuxième étape, c'était de synthétiser les connaissances sous forme de modèle. Donc, ici, le modèle FLOR6 est une parcelle virtuelle qui nous permet de tester des systèmes de culture contrastés avec différents pédoclimats. L'utilisateur rentre une liste d'opérations culturales très détaillée. Il y a la météo journalière sur le nombre d'années qu'on veut simuler, il y a la texture du sol, etc. Tout ça, ça joue sur un cycle de vie. Ce sont donc des stades comme les semences dans le sol, la germination, la croissance, etc. Et c'est simulé aussi bien pour les adventices que pour les cultures. Dans le cas des adventices, les semences produites vont rester dans la parcelle, donc c'est ça qui réalimente le stock qui fait en fait qu'on a
une simulation pluriannuelle. Dans le cas des cultures, on utilise ces semences pour calculer le rendement, donc on peut aussi prédire le rendement dans ce modèle. Ce modèle nous permet de prédire des sorties très détaillées au jour le jour et en 3D, et ce n'est pas très simple pour évaluer les systèmes de culture. Et c'est la raison pourquoi, donc, dans le cadre du projet, nous avons donc essayé de simplifier cette évaluation en termes d'impact des adventices sur la production agricole et sur la biodiversité, en développant des indicateurs. Donc, il y a tout d'abord, je reviens en arrière, ces indicateurs ont été développés en interaction avec des agriculteurs et des conseillers. Il y a tout d'abord une série d'indicateurs pour quantifier la production, donc le rendement, la production énergétique. Une série d'indicateurs de nuisibilité des adventices pour la production, bon, déjà la perte de rendement, mais aussi des choses comme de la nuisibilité indirecte, comme par exemple, est-ce qu'il y a promotion de parasites ou de champignons pathogènes par les adventices. Et enfin, une série d'indicateurs de bénéfices pour la biodiversité végétale, la contribution à nourrir d'autres organismes, comme par exemple les pollinisateurs, ou bien si la contribution des adventices à réduire d'autres impacts environnementaux, comme par exemple l'érosion. Alors, vous m'avez dit de sauter la méthodologie, je vais passer. Juste pour dire que nous avons rajouté des nouveaux modules dans Fleur 6 pour pouvoir répondre à des nouvelles questions. Par exemple, est-ce que la gestion intégrée des adventices augmente-t-elle le risque d'autres bioagresseurs? Ou est-ce qu'il y a des bioagresseurs qui pourraient servir pour faire de la lutte biologique contre les adventices? Donc nous avons rajouté un module de risque d'un champignon pathogène, le piétin échaudage des céréales, qui peut aussi infecter des adventices graminées. Et nous sommes en train de terminer un module donc pour le parasite romanche rameuse. Nous avons aussi introduit un module de résistance aux herbicides pour pouvoir traiter des questions du type est-ce que la réduction de dose augmente le risque de résistance aux herbicides? Est-ce que la réduction du nombre de molécules autorisées augmente ce risque parce qu'on va appliquer plus souvent le même mode d'action dans une parcelle donnée? Et est-ce que, par exemple, la simplification ou l'abandon du travail du sol augmente ce risque? Et enfin, notre question, c'était de concilier production et biodiversité. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire ça dans chaque champ? Ou est-ce qu'il vaut mieux affecter production et biodiversité dans des champs ou même des habitats différents pour réussir à le faire? Et c'est la raison pourquoi nous faisons maintenant des simulations au niveau de différents champs en parallèle, et même des habitats semi-naturels, comme par exemple des bandes enherbées ou des bordures de route. Et nous simulons ensuite la dispersion de semences, soit par vecteur naturel, soit par matériel agricole. Nous sommes encore en train de chercher des données pour finir ça. Alors, pour terminer, un exemple d'étude de simulation parmi les nombreuses études que nous avons faites. Ici, nous avons évalué 255 systèmes de culture de 7 régions en France et en Espagne. Donc, ce sont des systèmes qui proviennent d'enquêtes auprès d'agriculteurs, qui ont été conçus par des conseillers, qui ont été construits à partir du réseau Biovigilance Flore. Nous simulons ces systèmes sur 27 ans pour avoir les effets à long terme. Nous les répétons avec différentes séries climatiques pour avoir une idée de la robustesse face aux aléas climatiques. Alors, nous avons fait aussi différents types d'analyses statistiques. Je vous montre un exemple des arbres de régression qui identifient des combinaisons de pratiques. Ce sont les branches ou les chemins que vous voyez sur cette figure. Et en bas, ces petits graphiques vous donnent la probabilité de notes multiperformantes. Alors, cette note, c'est une combinaison, vous voyez ça en haut à gauche, de la perte de rendement, alors j'arrive plus à lire, niveau d'usage herbicide, salissement du champ, offre trophique pour pollinisateurs, et il doit y avoir aussi, bon bref, j'arrive plus à lire, j'ai pas mes lunettes. C'est pas grave. Donc l'idée, c'est que déjà, on peut voir les combinaisons de pratiques et le risque ou la performance que ça donne. On peut aussi utiliser cet arbre pour évaluer des systèmes sans passer par des simulations avec Fleur 6. Donc là, vous avez la combinaison de pratiques qui correspond à un système colzable et orge avec labour occasionnel en Bourgogne. Et en bas, vous avez donc la performance qui n'est pas très bonne. C'était 90% de risque d'avoir une note E, donc une note très mauvaise, et au mieux 1% de chance d'avoir une note C- qui est toujours pas très géniale. Donc ensuite, cet arbre, on peut l'utiliser pour identifier des changements intéressants qui, a priori, devraient améliorer la performance du système. Donc c'est les cases qui se sont améliorées en vert. Alors, il y a des choses comme, par exemple, introduire du broyage en interculture ou bien remplacer des herbicides racinaires par des foliaires, etc. L'étape d'après, c'est de changer le système initial, le tester avec Fleur 6, et après, de voir ses performances.
Vous avez là des exemples, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste sur la droite, vous voyez les probabilités de performance. Et sur la dernière ligne, vous avez un système qui a une performance pas trop mauvaise. On a réduit le risque d'échec, donc la note E maintenant à 40%. Et on a maintenant une chance, entre guillemets, de 10% d'avoir au moins une note C. Pardon. Alors, en conclusion, pour revenir, notre objectif, c'était de concilier production, biodiversité et faible niveau d'usage herbicide. Nous avons 3 types de sorties opérationnelles face à cet objectif. Donc, tout d'abord, nous avons notre parcelle virtuelle Flor6 pour tester des systèmes de culture qui peuvent être proposés par des experts, par des ateliers de co-conception des agriculteurs, etc. Nous avons développé et appliqué des méthodes à base de simulation pour évaluer et concevoir des systèmes de culture. Et nous avons identifié des pistes pour reconcevoir des systèmes de culture donc en fonction de la situation de production. Donc, il y a des grilles de conseil, il y a des arbres de décision, etc. Alors, il y a toujours beaucoup de boulot. Donc, nous continuons à modéliser notamment des techniques innovantes, par exemple la pulvérisation localisée d'herbicides, les cultures de service ou bien les associations de cultures. Nous continuons aussi à explorer d'autres systèmes. Nous avons notamment commencé à simuler les systèmes de culture du réseau DEFI, parce que toutes les études de simulation que nous avons faites dans ce projet ont montré qu'il est possible de concilier production et biodiversité, ou bien production et faible usage d'herbicides, mais aucun de ceux que nous avons évalués ou même conçus n'a permis de concilier les 3 objectifs. Et puis, alors Flor6 permet de faire plein de choses, mais c'est long, c'est compliqué, et donc nous sommes en train de le transformer en un outil d'aide à la décision plus simple et plus ergonomique. Et cette transformation se fait en interaction avec les futurs utilisateurs, donc conseillers et agriculteurs. Et enfin, nous avons commencé à mettre en place des ateliers de co-conception de systèmes de culture avec des conseillers et des agriculteurs. Et tout ça se fait dans le projet ECOSA qui a démarré il y a 2 ans. Merci. Pardon. Voilà. C'est bon, merci beaucoup. Je crois qu'on peut aussi applaudir Laure Lamy qui était juste avant. Parce qu'elle avait suscité tout de suite du débat, on avait oublié d'applaudir. Mais c'est très bien qu'elle ait suscité du débat. Je vais faire transition juste sur la note E, c'est moins ce qui m'amuse beaucoup, parce qu'on avait discuté, on avait eu un débat avec des agriculteurs, et qui disait il vaut mieux avoir C- que A. Je parle là d'autre chose, car on est dans l'inconfort. Et quand on est dans l'inconfort, on est obligé d'innover. Et si on est A, on peut se percuter tout d'un coup et avoir E. Non, je le dis comme ça pour faire transition. Et la conclusion, c'était il vaut mieux être toujours gêné, comme ça on n'est jamais ruiné. Je le dis comme ça, c'est simplement les signifiants. Alors, vous avez posé, au-delà, les interventions vont venir, la question de co-conception avec des utilisateurs qui nous apparaît toujours complexe, évidemment. Enfin, ça a toujours été une question posée. Et aussi d'optimiser par simulation, on demande aussi un gros effort sur les algorithmes à mettre en place pour simuler et que ce soit en plus un outil important pour les acteurs. Je vous laisse la parole. J'espère que quelqu'un va lever la main très vite. Voilà. Donc, ça, enfin, il va le dire. Pierre-Guy, vous allez peut-être me dire que c'est une question hors sujet, donc on en discutera au café. Écophyto, c'est réduire l'usage. C'est pas de réduire le nombre de molécules. Aujourd'hui, je répète, c'est réduire l'usage. Normalement, on élimine quelques molécules les plus... Enfin, l'Europe, d'ailleurs, c'est pas la France, élimine un certain nombre de molécules les plus toxiques. Ce qui pose aujourd'hui quand même un certain nombre de problèmes. Vu de l'extérieur, un pesticide, c'est soit le diable, on l'interdit, soit c'est le bon Dieu, on en fait n'importe quoi. On est entre 0 et 1. On pourrait imaginer de tenir compte pour ces pesticides, ces herbicides, etc., d'une part, de la quantité qu'on utilise. Traiter 1000 hectares
au diméthoate, c'est pas traiter 1 million d'hectares ou 2 millions d'hectares à l'atrazine. On pourrait imaginer des conditions d'utilisation et, le cas échéant, on pourrait imaginer qu'est-ce qui se passe de bien ou de mauvais lorsqu'on supprime une molécule et qu'on la remplace par pire. Donc c'est peut-être pas la question, mais encore que c'est un peu à pari dans le choix des herbants. Donc vous ne répondez pas si c'est pas une bonne question. Hein. Mais moi je peux pas. Ça marche ? Ça marche ou pas, oui, c'est bon. Moi, je ne peux pas répondre pour l'impact sur la santé humaine ou les questions de qualité de l'eau parce que ce n'est vraiment pas ma discipline. Nous, on peut traiter des questions, mais qu'est-ce qui se passe si on a moins de molécules à disposition pour gérer les adventices ? Et ça peut effectivement poser des problèmes. Mais pour la question de toxicité humaine, moi, je n'y connais rien du tout. Mais sur la question... Sur la question des surfaces traitées, ça c'est le genre de questions qu'on se pose. Est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, être intensif sur une petite surface et faire de l'extensif sur le reste, par exemple, pour protéger les ressources en eau ou bien protéger la biodiversité ? Je ne sais toujours pas si ça répond à la question, parce que si ce n'était pas la santé humaine, si ce n'était pas l'environnement... Je n'ai pas très bien suivi. Il ne s'agit pas forcément de répondre aux questions, il s'agit de dialoguer. Normalement, c'est aussi répondre à la question. Eh bien, pas forcément. Oui, Arnaud Joulin, DRAF Grand Est. Je voulais reprendre un élément que vous avez rapidement évoqué et qui pose controverse chez nous, autour d'une pratique qui est développée et qui est pas mal promue au niveau des chambres d'agriculture et qui pose question à d'autres acteurs agricoles, qui est le développement des microdoses de produits, hein, notamment en herbicides. On est régulièrement interpellé sur oui mais c'est pas réglementaire, oui mais voilà. J'ai pas de réponse sur l'impact que ça peut avoir d'une part effectivement en termes d'environnement, en termes de développement de résistance, etc. Donc je ne sais pas si vous avez évoqué un peu la réduction de doses dans votre outil. Est-ce que ce type d'outil peut participer à apporter une réponse, ou s'il faut quand même d'abord passer par de l'expérimentation en champ pour savoir un petit peu où on va avec ça et acquérir des données. Mais actuellement, j'ai pas d'expérimentation, j'ai pas de données, donc je ne sais pas où va cette pratique, mais pourtant elle est très promue dans la campagne. Alors, il y a aussi bien des questions qui arrivent de la modélisation et de l'expérimentation. La modélisation montre que la réduction de dose, ça n'est pas une bonne idée. Ça augmente le risque de probabilité de résistance et elle arrive plus tôt. Et les spécialistes qui travaillent sur la résistance aux herbicides, notamment Christophe Delis, dit qu'il vaut mieux frapper fort et tôt plutôt que faire des petites doses, parce que c'est comme ça qu'on sélectionne les résistances. Il y a des essais qui ont été faits aussi bien sur des conditions en champ que dans les serres. Alors, je n'ai pas tous les détails en tête, mais pour la plupart des types de résistance, ce n'est pas une bonne idée de réduire les doses. Merci. Je vais demander à Alexandre Bou de nous rejoindre. Et s'il y avait une dernière position, mais très courte, on peut le faire. J'avais deux choses en fait, mais je vais en dire qu'une. Sur les histoires de réduction de doses, je suis d'accord Nathalie, mais moi je trouve là, on est très démunis sur la question des interactions entre les faibles doses et les systèmes de culture de protection intégrée, l'interaction avec les pratiques non chimiques. Il y a très peu de personnes qui sont capables de dire si dans ce contexte de protection intégrée, de combinaison de leviers alternatifs, si les réductions de doses sont aussi négatives, aussi à risque en termes de sélection de résistance que dans un contexte plus conventionnel. Alors là, la modélisation peut apporter une réponse, c'est que si d'autres pratiques agricoles permettent de réduire la densité d'adventices, dans ce cas-là, la réduction de dose a moins d'effet que si on est dans une situation à risque où les adventices sont mal maîtrisés. Mais donc ça dépend beaucoup. Oui, mais alors, moi je suis très frileuse sur la question des réductions de doses. Ça dépend du type de résistance aussi, entre si c'est la résistance cible ou non liée à la cible. Mais moi je suis d'accord avec Christophe sur ce point-là. Vaut mieux pas s'aventurer là. Il vaut mieux traiter moins souvent que traiter souvent à faible dose.
Merci. À tous les intervenants, je demande de garder le micro quand ils parlent, parce que ce ne sera pas enregistré. Merci beaucoup. Et nous allons passer au projet INULA, évaluation des services écosystémiques et potentiels effets non intentionnels liés à une plante méditerranéenne, l'inule visqueuse, implication en protection intégrée sous serre et en oléiculture. Alexandre Bou, vous êtes entomologiste de formation, et entomologiste tout court d'ailleurs, au sein de l'équipe recherche et développement en lutte biologique de l'UMR Institut Sophia Agrobiotech, à Sophia Antipolis, j'imagine. Oui, c'est ça. Voilà. Avec l'ISA, l'INRA, le CNRS et l'Université de Nice. Je vous laisse 10 minutes, vous avez compris, hein, 10 minutes. J'essaie d'aller un peu rapidement. Donc, bonjour. Et la méthodologie, vous résumez. Voilà. Donc on va faire une petite promenade entomologique dans le sud de la France, notamment pour voir les effets de l'INULA. Je vais décrire le contexte un peu plus rapidement après, je ne détaille pas le titre. Donc c'est une incartade dans la lutte biologique par conservation, où on avait deux approches possibles qui sont non exclusives. Une approche qui est d'augmenter la diversité végétale sur les parcelles avec un certain nombre d'inconvénients, notamment sur la variabilité de la réponse, la difficulté à expérimenter, l'introduction de nuisances puisqu'on va complexifier le système biologique via un apport de plusieurs plantes, ou une intensification d'une plante de service unique avec des enjeux qui dépendent un petit peu de la forme de la réponse, de la régulation qu'on attend et de la surface qu'on sera prêt à consacrer à cette plante de service. Donc au vu du titre, vous avez compris qu'on s'est intéressé à cette deuxième situation, notamment via une plante qui est l'inule visqueuse, Ditrichia viscosa, qui a plusieurs intérêts potentiels, c'est-à-dire qu'elle va apporter notamment du pollen pour l'apiculture, pour le nourrissage d'un certain nombre d'insectes, et qui va conserver localement une certaine biodiversité. De plus, elle maille le territoire tant sur des friches agricoles qu'urbaines, et donc elle est potentiellement présente et gratuite sur nos systèmes de culture. Et elle est intéressante puisqu'elle va pouvoir impacter deux systèmes de culture différents. Donc l'agroécosystème qu'on a considéré, c'est un système qui maille notre paysage dans le sud de la France et plus dans le sud-est de la France, comprenant des cultures sous serre, notamment en maraîchage, et de l'oléiculture avec leur pathosystème considéré, donc majoritairement des ravageurs piqueurs-suceurs dans les cultures sous serre, hein, notamment tomates, des choses comme ça, et la mouche de l'olive pour ce qui concerne l'oléiculture. Et notre plante, Ditrichia viscosa, qui est un petit peu spontanément présente partout. Donc une idée de départ qui a été percolée avant notre projet au sein de la profession et qu'on souhaitait donc évaluer, c'était le fait que cette inule visqueuse va relarguer sur les parcelles, notamment des punaises prédatrices intéressantes pour tout ce qui est système serre, et via un de ses propres ravageurs, la mouche de l'inule, Myopithèse ciliata, va pouvoir héberger des parasitoïdes de cette mouche de l'inule qui seraient également des parasitoïdes de la mouche de l'olive. Donc un intérêt de cette plante pour les deux systèmes de culture. Rapidement, le dispositif et le partenariat, ce genre de projet est mené sur un ensemble de parcelles d'essais assez important, tant dans l'espace que dans le temps, et ce serait complètement pas réalisable si on n'avait pas l'appui de l'interprofession de nos partenaires, ici dans le cadre de ce projet-là, le GRAB, le groupe de recherche en agriculture biologique, et évidemment de tous les producteurs professionnels, parfois amateurs, qui nous ouvrent leurs parcelles et parfois même acceptent de modifier un peu leurs itinéraires pour nous permettre d'expérimenter nos hypothèses. Donc quelques résultats majeurs sur le système serre. On a cherché à identifier l'ensemble des espèces présentes, comprendre un petit peu les dynamiques entre les deux composantes de ce système-là, et d'évaluer si la modification des pratiques de cette plante naturelle pouvait impacter ces dynamiques. Donc je passe très rapidement sur cet arbre où je montre en fait on a caractérisé moléculairement et morphologiquement l'ensemble de la diversité qu'on a collectée, et donc on a découvert un certain nombre de choses, pour aller sur un résultat un peu plus global qui montre que les populations des deux composantes à la fois inule et à la fois système serre sont finalement assez différentes, assez distinctes, avec des ségrégations de niches sur des espèces qui nous intéressent plus particulièrement, notamment les myridés prédateurs, avec Macrolophus melanotoma qui est pratiquement exclusivement présente sur inule, en très grand nombre, et Macrolophus pygmeus qui lui est présent uniquement sur tomates. Macrolophus pygmeus, pour rappel, c'est l'auxiliaire classique qui va être commercialisé et introduit sur les cultures de tomates pour lutter contre les alerodes et les pucerons, des choses comme ça. Donc on a vraiment une ségrégation de niches. Les abondances des espèces qui pourraient nous intéresser sont complètement différentes d'une composante à l'autre. Et donc effectivement, on ne peut pas espérer une régulation des espèces présentes sur une nule, due aux espèces présentes sur une nule, puisqu'elles ne passent pas sur le compartiment serre. Sur le même principe, on a essayé de regarder ce qui se passait dans la composante oléiculture. Il y a eu notamment un gros travail d'un thésard chez nous, Fadel Al-Khatib, qui a révisé complètement la taxonomie des Eupelmus et du complexe, notamment Eupelmus urusonosus, celui qui nous intéressait.
qui a montré que ce complexe-là, finalement, était constitué de 11 espèces, dont 8 nouvelles espèces décrites pour la science. Et là encore, les populations sont complètement différentes entre les nuls, hébergés sur Myopithèce pilata, et l'oléiculture avec la mouche de l'olive. Donc les quelques espèces qu'on a sur la partie olivrée, qui sont Euphelmus confusus, Urinosus, gemellus, passent en très petit nombre sur Myopithèce stylata, et Euphelmus kieferi, ici, qui est l'espèce majoritaire sur Myopithèce stylata, la mouche de l'inul, se retrouve jamais au niveau de la France continentale sur les olives. Et là encore, le système de régulation qui était espéré, et que les producteurs commençaient à mettre en place chez eux, ne peut pas fonctionner. Donc on a quand même prélevé en dehors du système considéré également sur les autres plantes, on a pu établir un arbre un petit peu de ces parasitoïdes du genre Euphelmus et également de leur spectre d'hôte. Alors spectre d'hôte, on entend l'insecte hôte qui va être parasité par l'Euphelmus, mais de cet insecte-là dépend donc également une plante hôte. Et on peut représenter en abscisse les plantes hôtes ou les insectes hôtes qui nous intéressent, donc ici la mouche de l'olive ou la mouche de l'inul. Donc on a un gain de connaissances qui est assez important sur tout ce groupe des Euphelmus. En perspective, concernant le système serre, on va être amené du coup à rechercher d'autres plantes de service puisqu'on s'aperçoit que l'inul ne remplit pas le rôle qu'on escomptait. Et c'est le cas par exemple du projet qu'a déposé Jérôme Lambion du GRAB dans le cadre de l'appel à projet PSPE2, MacroPlus, et également une autre question qui serait comment détourner Macrolophus melanotoma de l'inul puisque c'est un réservoir qui est assez important et à proximité de nos cultures, avec deux questions initiales qui sont est-ce que le régime alimentaire de Macrolophus melanotoma serait intéressant pour nous, puisque finalement on ne connaît pas sa biologie, et de comprendre également pourquoi il est aussi fidèle à sa plante hôte, l'inul. Donc on a réalisé quelques expériences préliminaires, notamment sur le régime alimentaire. On a pu voir que Macrolophus melanotoma, c'est un omnivore, il est capable de se développer complètement et en l'absence de proie sur l'inul visqueuse, mais lorsqu'on le met, du moins en microcosme, en présence de proies, donc des acariens phytophages, divers types de pucerons, il va consommer ces proies-là de manière significative. Alors on sait qu'en microcosme, on va exacerber un peu ces comportements de prédation, donc il faudrait vérifier après à plus grande échelle si cette régulation-là serait intéressante ou non, mais elle existe. On a également testé la capacité à faire déplacer ces Macrolophus de sa plante qu'il préfère, l'inul visqueuse, sur la tomate. Alors il s'avère que en choix inul tomate, il va systématiquement préférer l'inul. Lorsqu'on lui propose des tomates éventuellement traitées avec des extraits d'inul, on arrive à les mobiliser sur cette plante-là. Alors on a testé différents types d'extraits, mais on a testé également des extraits simples et un peu robustes, qui sont des extraits aqueux d'inul. Alors on n'a pas identifié la molécule qui va attirer le Macrolophus, et on estime que c'est certainement un cocktail de composés olfactifs, mais on est capable de faire bouger cette population de Macrolophus vers les tomates. Du coup, la question se pose de est-ce que Melanotoma est un potentiel auxiliaire qui est largement sous-exploité pour ces tunnels en maraîchage. De même, au niveau de l'oléiculture, on a acquis une base de données assez importante sur tout ce groupe de Pelmus qui nous permet de cibler pour un ravageur donné ou pour un autre donné différentes espèces. Et ici, on peut voir qu'on a 3 espèces possibles de Pelmus qui peuvent être intéressantes, et y compris les espèces intermédiaires qui pourraient servir de relais vis-à-vis des oliveraies. Alors en perspective, ce serait l'utilisation de ces espèces relais pour favoriser la présence de ces populations de Pelmus sur nos parcelles. On peut voir qu'il y a toute une gamme de plantes qui sont annuelles, bisannuelles, vivaces, jusqu'à des plantes arbustives. Mais là encore, il y a des mécanismes d'association qui ne sont pas encore bien connus, qui ne nous permettent pas de garantir, via la présence de la plante hôte et donc de l'insecte hôte de l'Euphelmus, la présence de ces Euphelmus sur les parcelles. Donc il faut quand même faire attention. Et on s'aperçoit qu'en l'état actuel des choses, on n'est pas en mesure de mettre en place des essais, par manque de partenaires et par manque d'un cadre temporel suffisant pour réaliser des essais sur le long terme, notamment via l'apport de plans de service de type arbre. Alors, les perspectives de transfert, une fois qu'on a ce type de base de données-là, on peut l'utiliser si, dans le cas de l'arrivée d'un nouveau ravageur, notamment pour présélectionner des candidats à évaluer. Alors, je donne un exemple qui est celui du cynipe du châtaignier, sachant qu'aujourd'hui, le cynipe du châtaignier, il est en cours de régulation via un auxiliaire exotique introduit. Mais voilà, on peut voir directement qu'on peut précibler toute une gamme de Pelmus qui sera évaluée parce que potentiellement ayant un effet sur les Euphelmus. Alors pas forcément un effet à 100%, mais ça peut être une association d'effets partiels.
Et on peut utiliser cette connaissance qui est générée dans le cadre de ces projets comme des grilles de sélection, d'aide à la sélection de candidats potentiels agents de lutte biologique. Alors pour conclure, on a montré que finalement les mécanismes qui étaient un peu sous-entendus via l'apport de l'INUL dans les parcelles, qui est chose qui était déjà mise en place chez un certain nombre de professionnels, on n'était pas en mesure de les confirmer. On a montré que la biodiversité qu'on pensait à l'origine sur ces systèmes-là était complètement sous-évaluée, et aujourd'hui on la comprend bien mieux, ce qui nous permet de faire des nouvelles propositions, des nouvelles ouvertures sur des associations plantes, systèmes de culture et éventuellement fonctionnement et impact de cette biodiversité sur nos cultures. Et dans le cadre de la culture sous serre, on a une innovation potentielle qui serait de détourner ce réservoir de Macrolophus melanotoma pour arriver à l'utiliser sur le compartiment maraîchage tunnel tomate. Alors évidemment, de comprendre comment monopoliser ce Macrolophus sur ce compartiment-là permettrait éventuellement d'envisager de détourner d'autres potentiels agents de lutte biologique de certains compartiments vers d'autres compartiments. Il y a des mécanismes qui seraient intéressants à comprendre derrière tout ça. Et j'en ai fini pour la présentation. Bravo. Vous pouvez venir vous asseoir à côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de potentiel, vous proposez l'état de vos connaissances vers plein d'acteurs, d'une certaine manière. Allons-y gaiement. Hein. Il y a peut-être des choses à faire importantes. C'est un propos d'offre, on va dire. Qui veut intervenir ? Alors, vous avez un propos d'offre. Quel type d'acteurs vous interpelle le plus, viennent vous voir ? Nous, classiquement, on travaille avec les filières, les retours des filières. Donc, voilà, à partir du moment où la filière se mobilise sur un problème agronomique, il est évident qu'on est plus facilement à même de mettre en œuvre ce type de dispositif expérimental de suivi. Jusqu'à présent, on s'aperçoit qu'à chaque bioagresseur émergent, introduit, sur lequel on commence à porter notre attention, on s'aperçoit qu'on a des espèces méconnues, on a des complexes d'espèces, y compris sur les auxiliaires associés. Alors ça, on pense qu'on en a encore pour un petit moment. À un moment donné, on aura écumé un petit peu ce travail de caractérisation à faire. Mais ça passe nécessairement par un gros travail d'échantillonnage dans l'espace, dans le temps, que nous, on n'est pas capable de conduire tout seul si on n'a pas les sites et si on n'a pas le renfort sur le terrain. Oui. Des sites même plus importants, probablement, avec multi-espèces d'insectes. Alors là, c'est pratiquement le dispositif le plus petit sur ce projet-là. Il y a d'autres projets où le dispositif couvre 3/4 de la France, voire parfois des zones extra-France. Quoi. Qui veut... Allons-y. Et ensuite... C'est juste un appel. Hein. Des entomologistes, on en cherche. Hein. Si vous avez des informations, vous pouvez nous les communiquer parce qu'il y en a peu sur le territoire. Et on est toujours à la recherche de ces gens qui sont très brillants. Vous avez un portable ? On a un portable, on a un site web d'équipe et puis incessamment sous peu, on va avoir une adresse collective pour on va dire l'équipe lutte biologique macro-organismes sur Sophia qui permettra peut-être de répondre plus facilement à des demandes variées. Alors après, voilà, on essaye de répondre dans la mesure du possible quand c'est de l'information aux différentes demandes. Après, monter des projets, voilà, on a un volume limité et une capacité limitée. Vous avez des réseaux, probablement. Oui, Christian Boxtaler, INRA de Colmar. Merci pour cet exposé et ces résultats intéressants et cette capacité aussi à rebondir sur des échecs initiaux, c'est super. Et moi, j'avais juste une question de curiosité. Vous avez pris là l'exemple de l'INUL, cet exemple de détournement d'auxiliaires des plantes de service vers les plantes intérêt à protéger. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Est-ce que c'est quelque chose déjà d'établi, ou des exemples concrets, ou c'est vraiment, on est au stade zéro, quoi ? Non, alors en fait, on est vraiment, en ce qui nous concerne, nous, on est vraiment au début de la chose. Dans la littérature aussi, hein, un peu de manière générale, sur d'autres espèces ? Dans la littérature, non, on n'a pas trouvé beaucoup de... J'ai pas d'exemple là comme ça en tête de détournement. Ce qui se passe, c'est que dans le cadre de Melanotoma, il y a une grosse confusion Melanotoma pygmeus jusqu'à 2007, si je dis pas de bêtises, et dans la littérature jusqu'à 2011. Ce qui fait qu'on s'aperçoit que les myridés sont majoritairement des prédateurs, parfois des prédateurs un petit peu omnivores aussi. Mais cette espèce-là, on la connaît pas. Et elle est vraiment abondante sur INUL à proximité de nos parcelles. Et du coup, vraiment, la question, c'est de se dire, si malgré tout, c'est quand même un prédateur sur INUL, dans quelle mesure on ne peut pas essayer d'en bénéficier un minimum ?
a priori, il ne dépend pas uniquement de l'Inul pour vivre, il y a juste un phénomène d'attraction. Et cette question-là de modifier l'attraction pour le déplacer, ben on se dit que si on arrive à le comprendre sur Macrolophus, Melanotoma et Inul, on arrivera peut-être justement à l'appliquer dans d'autres situations. Alors peut-être ça a été essayé, mais ça n'a pas marché. Merci. J'ai trouvé intéressant que certains acteurs disent on a besoin des entomologistes. On est presque oublié peut-être. Hein. Et vous, si vous élargissez, quel type de discipline, insoupçonnée, vous auriez besoin associé avec vous? Alors en fait, nous, on essaye de regarder assez large. D'une manière générale, on s'aperçoit que la modélisation peut nous apporter beaucoup. De plus en plus, on regarde forcément vers l'écologie chimique, parce que en interne, on les a pas, et on sait que il y a des enjeux sur des composés attractifs, des mécanismes d'association plantes, insectes phytophages, insectes prédateurs parasitoïdes. Mais on est, quelque part, je dirais, on est assez gourmand. On aimerait beaucoup se rapprocher aussi des sciences économiques et sociales. Dans le cadre de ce projet-là, c'était affiché dès le début en disant que on le ferait sous réserve d'arriver à compléter le financement. Et malheureusement, on n'a pas eu de réponse positive à ces offres-là. Mais le but du jeu était d'évaluer aussi socialement, économiquement, comment implanter ce type de stratégie, comment les développer. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Ça a intéressé, donc ça rend silencieux parfois quand ça intéresse. Merci. Donc là, on va passer à une séquence. On passe du centre de congrès au cinéma. Sur le Dexifruit, avec Aude Alaphilippe, qui nous propose, c'est très bien, une séquence cinoche, quoi, on dit. Et avec un petit commentaire après, ou avant, ou après, comme vous voulez. Allez-y. Pardon, je vérifie que ça marche et je baisse un peu ça, voilà. Bonjour à tous, je vais vous parler du projet Dexifruit, qui avait pour objectif de concevoir un outil d'évaluation multicritère de la durabilité des systèmes de culture en arboriculture fruitière exclusivement. Et avant la séquence film, je vais faire une petite introduction juste pour remettre quelques éléments de contexte. Bien sûr, ça a été fait dans le contexte éco-phyto et plus largement du plan européen de réduction des produits phytosanitaires, avec une question spécifique à l'intérieur de ça, qui était le besoin d'évaluer les systèmes de culture en place, de connaître leurs performances et de permettre leur optimisation. Je suis un peu petite en fait. Donc, en arboriculture fruitière, ce qui se passait, c'est qu'on n'avait pas d'outil générique dédié à l'évaluation multicritère de la durabilité. Par contre, on avait des acquis, notamment avec des outils recherche, qui permettaient d'aider à concevoir les systèmes de culture. Donc, on est parti de ces acquis recherche pour développer l'outil. Donc, fournir cet outil d'évaluation de la durabilité avec comme grande ligne du cahier des charges qu'il soit opérationnel pour les acteurs de terrain, qu'il soit commun aux différentes espèces fruitières, ne pas faire une version pour la pomme, une version pour la cerise, etc. Et que ce soit un outil partagé et co-construit. Donc, je vais revenir à cet aspect co-construit avec les partenaires impliqués dans le projet. Et juste pour le déroulé de ce projet-là, donc, qui a duré 2 ans et qui s'est fini en fin 2015, nous avons d'abord élaboré ensemble un cahier des charges de conception, donc avec les partenaires. Nous avons ensuite développé Dexifruit. Donc là, ça a été fait par Alice Vellu, qui a été recrutée dans le cadre de ce projet-ci. Et puis nous avons travaillé à la validation de l'outil et à son transfert. Donc cet outil a été co-construit par un groupe de conceptrices. Voilà. Alors il y a Anne Guérin de l'IFPC qui est dans la salle, que vous pourrez également questionner sur cet outil et sur son utilisation. Il y avait Frédéric Angevin avec moi de l'INRA, Pascal Guillermin d'AgroCampus et puis Francesca Zavalli du CTIFL. Pour aboutir à cet outil, donc ce n'est pas seulement les 2 années de travail, mais les 6 années précédentes, donc soit 8 ans au total. Plus de 100 experts filières ont été mobilisés, des chercheurs, des conseillers, des techniciens agricoles et des étudiants. Des producteurs ont également testé l'outil. Voilà. Donc je passe maintenant à la diffusion du film.
Alors l'outil Dexifruit, c'est un outil informatique qui est destiné à l'évaluation de vergers de production de fruits. Donc c'est un outil qui est gratuit, dont la prise en main se fait en à peu près 15 minutes et qui permet d'évaluer les performances environnementales, économiques et sociales de ce verger. Pour utiliser Dexifruit, il suffit de cliquer sur les critères d'entrée et de les remplir. Donc ce sont des critères d'entrée simples que le producteur peut informer sans faire de calcul spécifique. On va avoir le nombre de traitements, on va avoir le type de désherbage, on va avoir également des éléments de résultats du système, donc comme le prix de vente des fruits. On va avoir des critères un petit peu plus de type social, tels que la pénibilité physique. Une fois ces 57 critères rentrés, les résultats sont générés immédiatement. On va avoir donc des indicateurs calculés qu'on va pouvoir représenter de deux manières différentes. Les tableaux de bord, sur lesquels on a une représentation de l'ensemble des indicateurs avec une gamme de couleurs. Et on va avoir des graphiques de performance qui nous permettent éventuellement de se comparer par rapport à un système moyen français que l'on fournit avec le logiciel, par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'année précédente, par rapport aux producteurs voisins, pour avoir ensuite des échanges sur ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer son verger. Il y a une forte conscience de la part de la production et de tous les gens qui y travaillent avec, les instituts techniques et les chercheurs, qu'il est nécessaire de diminuer les produits phytosanitaires. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en ce sens avec des systèmes qui sont innovants. Mais il faut qu'en réduisant ces produits phytosanitaires, on ne mette pas en péril l'exploitation. Nous, ce que l'on apporte avec cet outil-là, c'est de faire apparaître différents éléments qui peuvent entrer en concurrence et de réfléchir ensuite à trouver l'équilibre qui permet à l'exploitant, producteur, d'avoir un verger qui soit à la fois viable, pérenne et avec moins de produits phytosanitaires. Donc merci beaucoup à Ecophyto pour la réalisation de ce film. J'aurais jamais pu faire une présentation de l'outil en 1 minute 30 comme c'est fait là. Donc, voilà. Je vais poursuivre sur ma présentation juste pour donc, redonner quelques éléments un petit peu clés. Donc, pour qui, comme ça a été dit dans le film, il est gratuit. Opérationnel, donc sa prise en main, c'est 15 à 20 minutes. Utilisable par tous parce que pas de collecte de données spécifiques. Donc, il permet l'évaluation de la durabilité des systèmes. L'autodiagnostic, c'est-à-dire d'identifier les points forts et les points faibles grâce au tableau de bord. Il permet la comparaison de systèmes entre eux par rapport à des objectifs, par rapport à un système référent moyen donc, qui est fourni avec les espèces pour lesquelles il est paramétré. On l'a imaginé dans une démarche d'évaluation comme outil support à la discussion, permettant d'amener des questionnements et d'avoir aussi une réflexion sur l'optimisation des systèmes en place. Et puis, donc dans le cadre du projet SCAP Défi auquel nous avons collaboré, également pour identifier les systèmes SCAP. Voilà, donc les livrables et les résultats majeurs du projet, c'est un outil qui est d'une part générique, donc une version non paramétrée que chacun peut prendre en main et paramétrer pour son espèce fruitière. Nous avons prévu les guides de paramétrage avec. Il est paramétré pour pommes à cidre, pommes de table et pêche. Pour l'exercice de paramétrage pommes à cidre, je vous renvoie à Anne Guérin. Du coup, nous fournissons donc un cadre d'adaptation aux autres espèces fruitières. Nous avons développé également des supports de transfert, donc tutoriels d'utilisation, des supports de formation, un parcours web que vous trouvez sur le wiki INRA dédié aux outils Dexi. Et nous avons, hors projet, développé une interface utilisateur aussi un peu plus optimisée que l'outil initial. Nous avons déjà réalisé, en dehors du projet, des activités de transfert, avec notamment la formation d'ingénieurs réseau des réseaux défis. Nous avons testé cette formation en petits groupes, avec des collègues du GRCTA de Basse-Durance notamment, et également dans le cadre d'ateliers internationaux, dans le cadre de congrès internationaux. Voilà, ce qui nous permettait de voir aussi son potentiel d'utilisation à l'international. Et puis nous avons réalisé des démonstrations en salon, donc le Tech & Bio et le CIVAL notamment, qui nous ont notamment permis de vérifier que la prise en main était facile et qu'elle pouvait se faire en 15 à 20 minutes.
Voilà, pour conclure, en fait, je souhaite m'adresser à la salle, aux personnes des ministères et des COFITO qui sont présentes. Donc, nous avons développé un outil en réponse à une demande qui était relayée par l'appel à projet PSPE. Et nous avions donc interagi avec les COFITO en amont et en cours du projet pour savoir comment cet outil pouvait contribuer au plan Ecofito de manière générale et comment on pouvait l'utiliser plus précisément dans les réseaux. Donc nous, on l'a utilisé dans les réseaux XP. Il est en cours d'utilisation sur des expérimentations système, donc le réseau XP POM, coordonné par Francesca Zavalli au CTIFL, et puis dans l'expérimentation, les expérimentations système du projet Verger sur l'école de demain. Voilà, mais plus de sa diffusion dans les réseaux défis fermes. Qu'en est-il? Quel est le positionnement des COFITO? Est-ce que ça correspond encore à une demande, à un besoin, un intérêt? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour assurer sa prise en main par les personnes compétentes? Nous avions également évoqué et réfléchi au couplage avec les différentes bases de données. Est-ce qu'on continue ce travail-là et cette réflexion? Voilà, et puis par rapport au transfert, on a 2-3 projets un petit peu en cours. Il est actuellement, donc il y a un parcours de formation qui a été développé avec l'appui des services de formation de l'INRA, qui est sous un wiki. On va le passer sous forme web, parce qu'on pense que c'est un petit peu plus accessible. Mais est-ce que tous les supports web et autres que l'on fournit sont suffisants? Et puis on se pose aussi la question, et c'est un petit peu lié à quelle utilisation sera réellement faite de cet outil, ou est réellement faite de cet outil. Quel effort de maintenance et de suivi post-projet doit-on faire pour accompagner notre outil? Je vous remercie. Venez vous asseoir. Alors, vos questions imposent des réponses, là. Et d'ailleurs, peut regarder d'autres types de projets aussi. Quand on fait des projets, qu'on les achève, qu'on fait un outil qui est... finalement, est-ce qu'on va s'en servir? Ça arrive dans d'autres domaines. Hein. Puis on les ressort 10 ans après en se disant « Merde, on l'avait trouvé il y a 10 ans ». Qui veut répondre? Qui veut s'exprimer? Allez-y. Pardon. Et là-bas. Donc c'était Émeric Pillet qui avait levé la main avant. Vas-y. Oui, donc bonjour, Émeric Pillet, chef de projet Défi. Donc je vois qu'il y a une question qui m'est adressée. Je te remercie, Aude, de l'avoir posée. Tu connais un peu on a déjà échangé là-dessus, hein, tu sais quelles sont nos contraintes respectives. Je pense qu'il y a bien deux choses qui ne sont pas incompatibles du tout. C'est d'un côté, on a une demande qui est de faire du repérage massif de systèmes multiperformants, et donc c'est ce que tu as dit, l'outil n'est pas forcément pour l'instant carrossé pour faire du repérage massif. Donc c'est pas un reproche, c'est pas du tout. Voilà, on connaît l'intérêt et les limites de l'outil. Donc voilà, donc nous au niveau du réseau Défi, on a cette demande-là qui nous est faite de faire un repérage en masse. Donc on y travaille et effectivement on a fait le choix de ne pas forcément s'inscrire complètement dans l'utilisation de cet outil-là. Et après le deuxième point, à mon avis, sur lequel je voulais venir te voir à la pause café pour voir si on a changé d'expert filière en arboriculture, qui était Alain Garcin, qui s'est largement impliqué, je crois, dans la construction de l'outil. Hein. Et donc maintenant c'est Baptiste Labéric, CTIFL à Valence. Et je m'interrogeais sur, je ne suis pas revenu dessus, je ne suis pas revenu vers lui à ce sujet-là, mais quel était son niveau de connaissance de cet outil-là, et voir effectivement comment on pouvait le diffuser dans les fermes, parce qu'au niveau de l'accompagnement, j'ai aucun état d'âme. Je pense que c'est un bel outil pour accompagner les producteurs dans la démarche. Et je fais le pari qu'il y a des réseaux qui l'utilisent déjà, j'ai pas de problème là-dessus. Alors il n'y a pas de consigne nationale pour utiliser cet outil-là, mais c'est comme d'autres outils comme Mask ou d'autres outils dans d'autres cultures qui sont utilisés de manière individuelle, de manière ponctuelle quand les animateurs le maîtrisent et ils trouvent un intérêt pour une opération particulière. Donc je pense que c'est un peu l'idée qui est proposée, c'est de dire quand il y a un intérêt et quand l'animateur le positionne au bon moment et que ça correspond à sa démarche ou à son projet, surtout ne pas s'en passer, ça je te rejoins tout à fait. Et je fais le pari il faut sans doute qu'on améliore la diffusion peut-être dans le réseau, mais c'est les choses qui sont faites. Merci. Oui, ensuite, oui.
Arnaud Joulin, donc DRAF Grand Est. Ça me semble effectivement un outil qui est très intéressant et qui répond à pas mal d'interrogations qu'on a sur des approches multicritères. Moi, j'aurais deux éléments. D'abord, c'est de savoir s'il y a une réflexion pour... mais là, il y aura peut-être quelqu'un de la DGER pour répondre. Savoir si cet outil pourrait être pris en main au niveau des lycées agricoles. Je pense que ça peut aussi être un outil de formation assez intéressant. Et autre point, c'est concernant le diagnostic. Donc vous savez, le ministère a mis en place, dans le cadre du projet agroécologique, un diagnostic agroécologique, un autodiagnostic agroécologique. Donc la question, c'est de savoir un petit peu comment cet outil peut soit compléter, soit être en interaction avec cet outil-là sur la partie spécifique de l'arboriculture fruitière. Parce que pour le moment, il a surtout été développé sur grande culture, polyculture, élevage. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, sur les deux points, effectivement, c'est sans doute une erreur de début de projet. Je pense qu'on aurait pu beaucoup plus impliquer les lycées agricoles et la formation de manière générale dans le projet, parce que effectivement, c'est un outil qui peut aussi permettre d'apporter. Donc, on avait Pascal Guillermin d'AgroCampus Ouest qui était partenaire, donc avec un échange avec les étudiants d'AgroCampus Ouest sur l'outil et une implication. On pense que c'est quelque chose qui peut amener aussi, présenter la durabilité d'une manière un petit peu large, et puis la complexité aussi des systèmes de culture. Voilà, on aimerait bien conduire une réflexion, et je vous invite à me retrouver à la pause café pour voir comment on pourrait l'intégrer, comment on pourrait le mobiliser effectivement dans les parcours de formation, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... on est prêt à mettre des moyens pour accompagner le transfert, la prise en main, l'intégration dans les parcours de formation. Donc ça, c'était pour le premier point. Et par rapport au volet indicateurs, évaluation en agroécologie, ce qu'on a un petit peu regardé là, c'est effectivement qu'est-ce qui est pris en compte dans cet outil pour voir si on couvre bien les volets. Donc a priori, c'est le cas dans la première lecture. Et donc on serait plutôt sur quelque chose qui viendrait compléter, en fait, et vraiment sur la complémentarité des deux approches. Voilà. Bonjour, Marc Gallian de la Directe de Normandie. Je trouve très intéressant votre projet, je trouve très intéressant votre outil. Et moi, la question que je voulais vous poser, je souhaite vraiment qu'il se diffuse sur le terrain, qu'il soit utile. Hier, je disais que j'allais être un préventeur heureux parce que j'allais voir des choses aller sur le terrain. Vous voyez, je commence. C'est le début du bonheur. Mais ce qui est important, c'est de savoir aussi ce que les utilisateurs, quand les utilisateurs vont employer votre outil, si vous souhaitez qu'il y ait une remontée des utilisateurs, ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez capitaliser cette remontée-là pour rendre l'outil meilleur, plus performant. Voilà. Est-ce que vous avez des attentes par rapport à ça ? Oui, on a une attente par rapport à ça. Alors, merci pour vos compliments d'abord. Et puis, oui, on a bien une attente par rapport à ça. Ce qu'on a fait juste là, c'est une liste mail. Voilà, on invite dans le site web et au téléchargement de l'outil à nous faire des retours sur l'outil et nous adresser les questions. Donc cette liste mail, c'est toutes les conceptrices qui reçoivent les mails. On a peu de retours, un petit peu de la formation en fait, c'est les premiers qui nous ont contactés. Voilà. Après, sur comment capitaliser et éventuellement envisager des versions 2 de l'outil qui intègrent les suggestions de modification, je vous avoue que c'est un petit peu une question de moyens et de mode de fonctionnement qu'on n'a pas encore défini. Je pense que la question se posera quand on aura vraiment un nombre de retours important qui nécessitera effectivement de retravailler l'outil. Voilà. Bonjour, Aurore Desbrou de la DRAF Occitanie. Merci beaucoup pour... Pardon. Désolée, je n'avais pas vu. Pour votre présentation. Je trouve que c'est un bel exemple de transfert. Vous avez vraiment créé des outils qui sont utilisables par l'utilisateur final. Donc, par rapport à toutes les questions qui avaient été soulevées dans les 2 derniers jours, je trouve que c'est intéressant. Ma question, c'est... quelle a été jusque-là votre stratégie de transfert vers le conseil agricole, chambre d'agriculture, coopérative, etc. Et si vous n'en avez pas encore eu, qu'est-ce que vous imaginez ? Voilà, merci. On n'en a pas encore eu. Voilà, on avait juste avec la chambre d'agriculture
de la Drôme échanger sur la possibilité d'intégrer la formation à cet outil dans le cadre des formations qu'ils livrent. C'était une chose qu'on avait imaginée. Après, on avait un petit peu des questions existentielles. Ça, c'est pour le volet recherche. Au passage, je veux vraiment remercier mes collègues de l'IFPC, d'AgroCampus et du CTIFL qui ont rendu cet outil aussi opérationnel. Moi, en tant que chercheur, j'en aurais absolument pas été capable. Donc voilà, on se demande si ça peut être intégré dans les parcours de formation, mais plus largement, on se demande s'il n'y a pas une évolution, une réflexion à avoir sur le métier de conseiller, sur la démarche, en fait, notamment de réflexion par rapport à l'amélioration des stratégies de production de manière générale. Et du coup, quel positionnement pourrait avoir ce type d'outil dans ces nouvelles manières de conseiller, d'apporter du conseil. Voilà. Frédéric Macaire, DRAF PACA. Je suis évidemment très intéressée par cet outil qui est opérationnel tout de suite. Nous sommes prêts bien sûr à accompagner le développement de l'outil sur le terrain, donc via les réseaux de fermes défis, mais là je pense qu'il faut s'appuyer peut-être sur l'ingénieur territorial, mais également dans les GI2E, on en a au moins un en Arbo, et déjà les groupes qui préfigurent les groupes 30 000, là c'est pareil, j'en ai 2 en tête. La question que je pose, très pratique, est-ce que vous êtes prête à venir pour présenter l'outil? Parce que moi, je vois ça vraiment comme un outil de questionnement des pratiques pour les agriculteurs. Et donc, ça demande de l'animation. Donc, peut-être former l'animateur, enfin, le formateur à l'utilisation de l'outil. Voilà, j'imagine quelque chose un peu en cascade comme ça. Est-ce qu'il y a du temps prévu pour vous pour ça? On a du temps, l'INRA. Alors non, il n'y a pas de temps prévu, mais en même temps, il y a vraiment la volonté d'accompagner cet outil-là. C'était une formidable opportunité je pense pas si fréquent dans la carrière d'un ingénieur INRA de pouvoir arriver jusqu'à quelque chose qui peut être transférable, donc on a envie de le transférer. Les conceptrices... je pense, pas que moi. Voilà, donc on peut échanger et voir comment on peut procéder, trouver du temps et faire les choses bien. Voilà, pour accompagner la diffusion de l'outil. Après, attends, monsieur. Oui, voilà, mais je vous remercie. Donc Pierre Grenier, DGR. Je voulais vous remercier d'avoir pensé à l'enseignement technique agricole et vous dire que dans les projets de recherche un peu du même style, mais côté hygiène, sécurité alimentaire, du côté des industries agroalimentaires, le pas a été fait de préparer en fin de projet des mallettes pédagogiques. Et donc ça manquait un petit peu, je pense, du côté de l'agroécologie. Donc je vous remercie de penser à cela. Voilà, merci. Donc ça intéresse beaucoup de gens, hein. C'est vachement bon. On va demander à Émeric Pillet, ensuite on va faire une pause café. Là. Ah, pardon. Oui, j'avais... Je voulais intervenir ici. Ah, pardon. Philippe Prévost, Agrinium. Moi, je voulais effectivement, dans le prolongement de ce qui a été dit, vous encourager à valoriser en formation. Alors, il y a 2 pistes actuellement, moi que je vois. Hier, dans le projet, on a parlé d'un ouvrage pour les enseignants, l'agronome en action. Il y a un site compagnon qui est un site internet compagnon qui s'ajoute à ce livre. Et du coup, pour tous les enseignants, il pourrait y avoir un lien direct pour faire pour rendre accessible l'outil auprès des enseignants. Et puis la deuxième chose, moi je porte l'université numérique en agrobiosciences, AgriNew, et je pense que vous auriez intérêt, particulièrement s'il y a Pascal Guillermin, intérêt à travailler avec les collègues de l'université virtuelle en agroécologie et voir comment il pourrait y avoir un petit module de formation numérique qui intégrerait l'outil dans les systèmes de culture innovants en arboriculture. Et là, je pense qu'il y a un vrai manque, ça serait bien. Voilà. Et je suis à disposition si besoin. Merci. Émeric Pillet, pardon. Oui. Ouais, excusez-moi, Émeric Pillet, je réinterviens, mais il me faut toujours un peu de temps pour réfléchir. Typiquement, je trouve que, c'est pour rebondir notamment sur la table ronde d'hier, où la question qui était posée, c'était quel lien avec les acteurs de terrain ou quelles attentes des acteurs de terrain. Et je trouve que typiquement, les projets PSPE ont fait un effort énorme pour avoir des interactions, des liens forts avec les différents acteurs et les différentes actions du plan Ecophyto. Donc ça, là-dessus, je pense qu'on l'a peut-être pas suffisamment souligné, mais je pense qu'il y a eu, c'est aussi un effort de la part des chercheurs. Je pense que c'est bien plus simple d'être tout seul dans son labo et puis faire un outil, puis dire advienne que pourra, plutôt que d'essayer
d'essayer de le confronter aux utilisateurs. Donc ça, c'est un premier point. Alors le deuxième, donc ça c'est peut-être voilà, un côté positif. Le deuxième côté moins positif peut-être, c'est que si on se pose des questions aujourd'hui telles qu'on se les pose, c'est que alors j'étais pas forcément là au moment de la construction des projets PSPE, mais je me demande si les interactions ont été suffisantes, si on n'a pas surtraduit ou mal interprété peut-être les besoins qu'on peut avoir sur le réseau DEFI, hein, si on prend cet exemple-là. Et après, je me dis que si on doit construire demain de nouveaux projets, il faut qu'on mette en place une interaction ou un système de copilotage plus fort, non pas entre un acteur du réseau, c'est-à-dire que quand il y a un acteur du réseau qui participe, ça ne veut pas dire forcément que tout le réseau adhère. C'est peut-être là où il y a peut-être une incompréhension. Donc c'est plus une main tendue, on va dire, pour qu'il y ait peut-être une sollicitation plus forte de la cellule d'animation nationale pour qu'on prenne des positions peut-être plus claires et qu'on puisse après décider du déploiement ou pas de l'outil collectivement et qu'il y ait c'est dommage de se poser sur deux questions à la fin du projet. Et voilà, pour que ça soit peut-être mieux anticipé, que ça évite peut-être des malentendus et des questionnements en cours de projet qui sont des fois compliqués à gérer. Fabrice Dreyfus, oui. Oui, vous avez mentionné des présentations à l'étranger. J'aurais voulu savoir comment est-ce que ces présentations ont été reçues, quel type d'intérêt a été manifesté, quelle compatibilité avec les systèmes dans d'autres pays, avec l'idée derrière de voir que là on a un produit, et c'est tout à l'honneur de notre système français, le truc est gratuit, il est à disposition des uns et des autres, donc ça, bravo. En même temps, on voit bien combien il nous faut des moyens pour continuer, pour élargir le truc. Donc il y a une question de valorisation, non seulement de valorisation des connaissances, mais aussi de trouver des nouveaux moyens. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, au travers d'agrotransferts, au travers de n'importe quel dispositif semi-commercial, s'il y a un public à l'étranger, de mettre sur un marché en anglais, en espagnol ou en chinois ce type d'outils avec une espèce de protection qui permettrait au système en France de générer les ressources qui lui permettraient d'être encore plus efficace, plus valorisé auprès d'un public plus large en interne. C'est ce qu'on fait dans d'autres domaines à l'INRA. Hein. On le fait très bien. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas pensé... Enfin, il y a un intérêt à l'étranger. Alors, c'est les Québécois les premiers qui ont été touchés parce que la première traduction en anglais a été faite un petit peu rapidement. Donc, il y a une version anglaise qui existe, avec quelques petites erreurs encore à corriger. Mais il y a une traduction anglaise qui existe. Des partenaires des collègues américains l'ont testé en fait, dans le cadre d'un congrès. Et on le fait passer dans un projet parce qu'on a envie de voir aussi est-ce qu'il est vraiment, est-ce que dans tous les contextes il peut être utilisé. Alors on va pas parler outre-mer ou contextes tropicaux parce que là je pense qu'il y aurait quand même 2-3 choses à faire bouger, même si on discute avec le CIRAD des possibilités d'utilisation outre-mer. On le fait passer dans un projet européen, on va l'utiliser de la Suède à l'Espagne pour voir un peu comment il réagit. Et à partir de là, je pense qu'on pourrait effectivement réfléchir à une diffusion plus large. Et peut-être, effectivement, pourquoi pas imaginer ce qu'on ne veut pas faire au niveau français, des retours, voire financiers, qui nous permettraient effectivement d'avoir un modèle économique d'entretien, de suivi de l'outil. Ouais, c'est une idée super intéressante. Dernière intervention, Monsieur Malter, qui interviendra à la table ronde tout à l'heure. Oui, donc je vais presque faire la transition avec ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Moi je travaille entre autres sur la mise en œuvre des certificats d'économie de produits phytosanitaires et quand je vois ce que vous présentez, il y a éventuellement une question, dans quelle mesure cet outil adapté ne pourrait pas faire l'objet d'une action standardisée dans le cadre du dispositif, ce qui assurerait derrière une mise en œuvre plus large. Mais ça mérite d'apprécier la faisabilité de la question que je pose. On a eu un début de réflexion, un échange avec un de vos collègues il y a 1 ou 2 mois sur ce point-là. L'outil en tant que tel ne permet pas la réduction des produits phytosanitaires, il pose un diagnostic, donc ça c'est la première chose. Par contre, effectivement, dans le cadre de démarches, de formation, d'accompagnement, donc avec cette étape de diagnostic initial nécessaire pour pouvoir ensuite voir les évolutions, effectivement on pourrait imaginer qu'il fasse partie d'une action standardisée, mais juste qu'il en fasse partie, qu'il en soit un bout. Voilà.
C'était la première idée. Après, peut-être il faudrait réfléchir plus. Merci, bravo. Alors, on a vu des cinoches. Finalement, Aude Alaphilippe, c'est un peu la star du jour. Moi, je veux bien être votre agent. Hein. Il y a du monde à la pause café. J'ai votre portable, tiens. Donc, je suis déjà votre agent. Je vous souhaite un bon café et ensuite, on se retrouve pour la table ronde.